Bonjour à tous. Bonjour euh, à vous qui êtes ici en présentiel. Bonjour à ceux qui me voient sur leur écran à distance. Bonjour Marie. Bonjour. Bonjour les discutants. Petit retard que nous avons, mais ça va se régler, c'est que nous attendons l'une de nos discutantes, Michel Bernard. Voilà, alors je suis heureux d'ouvrir et d'animer cette réunion qui est la deuxième euh, innovation, initiative qui a été prise pour le pacte civique, dont je suis l'un des coordinateurs. Autour du pacte civique, c'est agréger un certain nombre de collectifs, d'associations et de partenariats. Et ces initiatives se sont élargies, embellies. Plusieurs autres organisations se pointent aux partenaires du pacte civique avec l'idée d'organiser des débats, des conférences. Une première s'est tenue en décembre autour de la personne de Jacques Delors, de Jacques Delors personnaliste. Et tout à fait ciblé sur cet aspect-là de la vie si riche de Jacques Delors. Et puis aujourd'hui, donc, nous avons décidé d'inviter Marie Braud pour évoquer son expérience pour réussir la transition écologique. Alors, voilà comment les choses vont se passer de manière très simple. Marie Braud va introduire son propos de la façon qu'elle jugera la plus opportune. L'idée est quand même qu'elle déploie les grandes lignes qui sont dans son livre et ces fameuses leçons de son expérience. Et puis ensuite, les trois discutants, j'espère que Michel va arriver, interrogeront Marie Braud avec des angles d'attaque, des angles d'entrée complémentaires, et nous sommes réunis justement pour assurer la complémentarité et avec l'accord de Marie Braud, il y aura donc trois interrogations. Et puis bien entendu, la salle sera invitée à intervenir, poser des questions, donner son point de vue sur ce sujet qui est si transversal dans nos vies quotidiennes et dans les actions publiques qui nous sont chères. Je m'efforcerai, avec la complicité de Benoît, de donner la parole de manière égalitaire à l'auditoire qui est à distance. Voilà, donc peut-être quelques mots de présentation quand même des différents intervenants que leur pour éviter qu'ils aient à se présenter. Donc, Marie Braud, vous avez deux qualités rares, sans doute bien d'autres, mais je vais vous dire deux qualités rares, c'est que d'une part, vous avez été et vous êtes sans doute encore une militante de l'environnement. Et la deuxième qualité adjointe à la première, c'est ce qui fait la rareté de votre expérience, c'est que vous avez été au cœur de l'action. Vous avez été une actrice au plus près de la décision et du système politique. Vous avez commencé votre carrière dans les ONG, où vous avez passé plus de 10 ans à travailler sur les enjeux de la durabilité, de la solidarité, de l'environnement, des négociations internationales. À ce titre, vous avez notamment patrouillé Pascal Canfin dans ses fonctions de directeur général de WWF France. Vous avez ensuite passé 5 années comme influenceuse politique. Bon, c'est un mot très à la mode, notamment en cabinet ministériel, d'abord en charge des relations dans la société civile et la Convention citoyenne pour le climat, puis avec Elisabeth Borne lorsqu'elle était ministre de la Transition écologique, puis ensuite avec Barbara Pompili, puis ensuite à l'Élysée, à nouveau à Matignon avec Elisabeth Borne, et puis vous avez été la directrice du cabinet de Sarah El Haïry.
qui était plus particulièrement impliqué dans les questions de biodiversité, nous en reparle. Voilà, vous êtes aussi membre du conseil d'administration du think tank Terra Nova, pour lequel vous publiez régulièrement. Je trouve beaucoup de choses très intéressantes dans ce que vous avez écrit. Et puis, vous êtes aussi, c'est la raison pour laquelle vous êtes là, l'autrice de Qui aurait pu prédire. Le titre est assez accrocheur, c'est intéressant. Le sous-titre, évidemment, est au cœur de notre questionnement. Leçon de 10 ans de politique écologique depuis l'accord de Paris, paru en novembre dernier, aux éditions Les Petits. Alors, quelques mots pour présenter les discutants. François Papy est directeur de recherche honoraire à l'INRA. Façon élégante de dire que vous êtes retraité, comme dans cette salle. Vous avez débuté votre carrière comme enseignant. Vous étiez enseignant dans l'enseignement supérieur, avec une carrière importante baroque, je crois. Vous avez travaillé sur des questions agronomiques et vétérinaires. Vous avez travaillé sur les systèmes de culture en milieu aride et semi-aride, l'organisation du travail, des exploitations agricoles. Et actuellement, vous êtes membre de l'Académie d'agriculture. Je suis très impressionné par cette qualité. Et vous participez donc à des réflexions sur les relations entre agriculture et dérèglement climatique. Et vous êtes le membre actif de la Vie Nouvelle, qu'anime Benoît Sertail, ici présent. Patrice Aubert est haut fonctionnaire, retraité, citoyen engagé, ancien élève de l'ENA, administrateur de la ville de Paris, directeur des moyens sous la mandature de Bertrand Delanoë. En 2015, il est délégué général à l'éthique à la RATP. Patrice est un homme orchestre à l'activité débordante. On se demande comment il fait tout. Il peut faire tout ce qu'il fait, parce qu'il le fait bien, donc c'est une vraie interrogation. Et il est caractérisé par un quintuple engagement. Je vais simplement les citer. Un engagement social et caritatif, un engagement confessionnel et interreligieux, un engagement littéraire, un engagement sportif, c'est un éminent rugbyman, et un engagement politique. À gauche, il ne met pas, je me permets de le dire parce qu'il ne met pas son drapeau dans sa poche. Il a rejoint les Poissons Roses, plateforme de réflexion des chrétiens à gauche en 2012. Il en a été le président de 2015 à 2022 et il est membre de Démocratie et Spiritualité, de Sauvons l'Europe et du Pacte civique. Il est l'auteur d'une riche bibliographie, essais, nouvelles, romans, pièces de théâtre, et sa dernière publication tu sais, froisser de susceptibilité. Sa dernière publication, je vais la citer, c'est Une journée de Marilou, qui n'est pas tout à fait éloigné du sujet d'aujourd'hui, qui est le récit d'une vie sobre, heureuse et solidaire dans le Sud Finistère. C'est aux éditions Lazare et Capucine, 160 pages, 16 euros. Voilà. Non, donc, nous attendons. Le livre de Marine sera disponible. Alors, bien entendu, sur la table là-bas, il y a toute une série de bouquins. Le livre, d'abord, de Marine Gros, et puis quelques publications en rapport avec ce dont nous avons parlé ce soir, venant de DS, de LVN, des Poissons Roses et du pacte civique. On a Michel dans le métro. Michel dans le métro. Alors, Michel, pour éviter, je vais la présenter, comme ça écrira de Michel Bernard Royer est journaliste. Elle a été la rédactrice en chef de Courrier de l'environnement, aux éditions Discernement, qui était mon prof à Sciences Po, enfin, je fais une parenthèse. Elle est cofondatrice de Médias indépendants, Sens Magazine, Valeurs vertes, Maison et environnement. Elle est notamment l'auteur de L'investissement socialement responsable, vers une nouvelle éthique,
Et actuellement, elle est co-responsable, cofondatrice et co-responsable de l'association Éthique et Investissement. Elle est membre de Démocratie et Spiritualité. Et elle a coordonné le petit ouvrage qui s'appelle Dialoguer avec la Terre avec. Elle a coordonné le livre Dialoguer avec la Terre avec vous. Marguerite Mitterrand. Avec Marguerite. Et tu montes aussi à la sortie, puisque tu as J'ai oublié des S. C'est un pardon. de démocratie et spirituelle. C'est ça. Bon. Écoutez, les présentations un peu longues, pardonnez-moi, mais je crois que c'était bien important, enfin assez important de planter le cadre. Je passe la parole à Marie. Donc, merci beaucoup pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de venir échanger avec des gens sur ces sujets qui me semblent assez beaux. Et je vous préviens tout de suite, de temps en temps, je prends des notes sur mon téléphone, donc je suis pas en train de faire autre chose. Si vous êtes en train de me parler, c'est que je prends des notes pour me souvenir sur quoi il faut que je vous réponde. Pour commencer, alors, demander de faire un peu la genèse de cet ouvrage, ce qui m'a amené là, et puis les conclusions que j'en tire. Ma bio a très bien été faite, donc je vais pas la refaire. Moi, je suis arrivée dans les cabinets ministériels par hasard. Parce que je travaillais avec Pascal Canfin au WWF France. Il se trouve que Pascal Canfin est parti au Parlement européen pour être président de la commission environnement du Parlement européen, qui m'a proposé de le suivre et je lui ai répondu, tu sais Pascal, moi la politique c'est pas mon truc. Et puis une chose en entraînant une autre, en fait, on m'a appelé pour me demander si je voulais faire les relations avec la société civile et le suivi de la Convention citoyenne pour le climat auprès d'Elisabeth Borne, qui à ce moment-là était ministre de la Transition écologique et solidaire. Et comme je suis une personne d'instinct, j'ai répondu « Oh, c'est pas sûr ». Mais j'ai rencontré le directeur de cabinet, avec qui ça s'est très bien passé. Et puis surtout, j'ai rencontré Elisabeth Borne. Et là, j'ai compris qu'on saurait faire des choses ensemble. Donc, je suis arrivée dans cet univers-là vraiment par hasard et par instinct et par envie de travailler avec des gens que j'avais rencontrés et qui m'avaient touchée. Et ensuite, une fois que j'avais mis la main dedans, c'est un univers qui sait vous garder. Et donc, en particulier avec Elisabeth Borne, on a suivi toute la Convention citoyenne pour le climat, qui avait pour objectif de proposer des solutions au gouvernement pour atteindre au moins 40% d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, avec une promesse forte qui avait été faite par le président de la République, était de reprendre sans filtre les propositions qui sortiraient de cette Convention citoyenne. Il se trouve que la Convention citoyenne a été perturbée par, on s'en souvient pas bien, mais la première réforme pour les retraites, qui a mis beaucoup de gens dans la rue et qui nous a fait annuler et reporter certaines sessions. Puis surtout le Covid qui est arrivé là-dessus et qui a fait en sorte que, au lieu de se dérouler pendant 3 ou 4 mois, la convention en a duré en fait 9. Arrivé au terme de la Convention citoyenne pour le climat, je pense que j'avais lu, relu et re-relu leur rapport une bonne douzaine de fois à travers de multiples versions. Et donc, je connaissais tout absolument par cœur, si bien que quand Édouard Philippe a démissionné, que Elisabeth Borne est partie dans un autre ministère et que j'ai dit, bon, bah, dans ce cas-là, moi, je vais peut-être aller me reposer. On m'a dit que non, quand même, il y avait peu de gens qui connaissaient aussi bien les propositions de la Convention citoyenne pour le climat et que ce serait quand même bien de rester pour garantir qu'on respecterait l'esprit de ce que les membres de la Convention avaient cherché à faire. Donc, j'ai travaillé avec Barbara Pompili sur la coordination de la loi climat résilience qui a mis en œuvre les propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Et donc, 2 ans plus tôt, je disais que la politique, c'était pas mon truc. Et là, j'étais en train de coordonner l'une des plus grosses lois environnementales du quinquennat, en essayant de se battre contre à peu près toutes les réticences diverses et variées, qu'elles viennent de l'intérieur de mon ministère, de l'extérieur du ministère, de l'extérieur du gouvernement, avec une Assemblée nationale qui n'était pas du tout celle qu'on connaît aujourd'hui, qui était bien mieux tenue, voire peut-être bien trop tenue par Matignon, ce qui fait qu'on n'a même pas réussi à
pousser des choses via le Parlement qu'on n'avait pas réussi à gagner à Matignon. Et au terme de cette première expérience, une fois la loi votée, j'ai convenu avec Barbara Pompili que là, j'avais quand même vraiment le droit d'aller me reposer, ce que je n'avais pas fait depuis 2 ans. Et puis surtout, en toute franchise, moi, j'étais pas satisfaite de ce qu'on avait fait des propositions de la Convention citoyenne pour le climat. Non pas pour le non-respect du sans-filtre, parce que de toute façon, encore une fois, pour avoir très bien connu leurs propositions, elles n'étaient pas applicables dans l'État, pour beaucoup d'entre elles, pas pour toutes. Mais par contre, surtout, j'avais l'impression qu'on n'avait pas suffisamment respecté l'esprit de ce qu'ils cherchaient à faire et que l'État, et ici je vais peut-être utiliser le terme de technostructure, qui est un terme que j'utilise très peu parce que je pense qu'il est très connoté et que c'est pas une bonne chose, mais qu'en tout cas, l'État n'est pas fait pour réussir à intégrer des idées nouvelles, un peu extérieures, voilà. Donc je suis partie de là en me disant c'est dramatique ce qu'on a fait, et c'est à ce moment-là que Terra Nova est venu me chercher et m'a dit est-ce que tu voudrais écrire le bilan écologique du quinquennat? Ce qui a été un moment très cathartique pour moi, puisque j'ai écrit ce que je pensais qu'on avait bien fait, ce que je pensais qu'on avait mal fait, et surtout j'ai essayé de répondre à la question est-ce que quand Macron dit qu'il est le président qui en a le plus fait sur le climat, est-ce qu'il a raison? Et en fait, à la fin, j'arrivais à la conclusion que oui, il avait raison. Il était le président qui en avait le plus fait pour le climat, mais que c'était toujours pas suffisant. Et qu'en fait, on n'était toujours pas sur la trajectoire des moins 40%, voire même des moins 50 ou moins 55%, qui était l'objectif qu'on était en train de se fixer. Et qu'en fait, il fallait arrêter de se demander qui avait le plus gros bilan. Il fallait surtout se demander si si c'était suffisant ce qu'on faisait. Et ce travail chez Terra Nova a été très bien reçu, a très très bien fonctionné, et notamment moi j'ai eu très peur qu'on me tape dessus à la fois les écolos parce que je disais que oui c'était celui qui en avait le plus fait, et à la fois les macronistes parce que je disais que dans tous les cas il n'en avait pas assez fait, et c'est pas du tout ce qui s'est passé, puisque globalement le travail a été très bien reçu comme un point central de pesée extrêmement documenté, puisque je m'étais fixé comme éthique personnelle de ne mettre dans ce travail-là que des informations qui étaient disponibles publiquement. Donc, je suis partie d'informations confidentielles que moi j'avais parce que j'avais travaillé dedans. Mais toutes les informations que vous ne pouvez pas démontrer par une source publique, je ne les ai pas utilisées. Et donc, ce travail a été utilisé à la fois par les macronistes pour dire que c'était vachement bien ce qu'on avait fait, et à la fois par les Verts pour dire que c'était vraiment inadmissible ce qu'on avait fait. Je vous parle de ça parce que c'est pas totalement anodin. En fait, c'est le moment où j'ai commencé à comprendre que de ne pas avoir fait de la politique toute ma vie, de ne pas être entrée par les cabinets ministériels, j'ai pas fait l'ENA, j'ai jamais été dans la haute administration. En fait, ça me donnait un regard aussi un peu différent par rapport à beaucoup de gens que j'avais croisés dans ces milieux-là, et que ce regard différent, je me suis rendu compte en publiant ce document qu'en fait, il pouvait intéresser des gens. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas, on peut essayer de participer au débat public. J'ai ensuite republié, toujours chez Terra Nova, qui est mon vaisseau mère, une note qui s'appelait 100 jours pour réorganiser l'État pour réussir la transition écologique, qui a eu un succès d'estime bien plus faible que le rapport sur le bilan écologique du quinquennat, mais qui proposait notamment la création d'un secrétariat général à la transition écologique à Matignon pour coordonner toute l'action de l'État sur les enjeux écologiques, parce que en fait, j'ai essayé de me poser la question de qu'est-ce qu'on aurait dû faire pour réussir mieux à mettre en place les propositions de la Convention citoyenne. Parce que je pense que des échecs, on en a plein. Ce qui est important, c'est d'apprendre de nos échecs et de surtout faire différemment la fois d'après. Et quelques mois plus tard, alors que moi, je n'avais pas du tout envie de repartir en politique, quelques mois plus tard, Elisabeth Borne, donc une femme en qui j'ai confiance et qui me fait confiance, est nommée première ministre en charge de la planification écologique. Elle crée cette instance à Matignon que j'avais suggéré de créer. Donc là, c'est vraiment le moment où je me dis, si j'y retourne pas, je crache dans la soupe, c'est pas possible. Là, faut que je prenne mes responsabilités. Donc, j'ai fait un petit texto à la première ministre pour lui dire que j'étais disponible et que je connaissais plutôt bien la planification écologique, donc j'étais à sa disposition si elle le souhaitait. Et j'ai rejoint son cabinet quelques semaines plus tard pour essayer d'inventer ce qu'était la planification écologique.
J'ai passé un peu plus d'1 an à Matignon à essayer de comprendre comment inventer cette nouvelle matière de coordination, de sortir des conflits initiaux. L'idée de la planification écologique rattachée à Matignon, c'est de se dire, il faut qu'on arrête de débattre de est-ce que oui ou non on veut atteindre tel objectif, il faut juste débattre de comment est-ce qu'on l'atteint. Parce que quand le ministère de l'Agriculture arrive et dit telle ou telle chose, ça n'est pas acceptable pour un agriculteur, parfois ils ont raison, parfois c'est une vraie raison. Sauf qu'en général, la conclusion qu'on en tire, c'est que du coup, on ne le fait pas. Alors que moi, j'aimerais que la conclusion qu'on en tire, c'est OK, c'est un vrai problème, comment est-ce qu'on y répond ensemble? Comment est-ce qu'on fait pour le dépasser, pour remplacer, pour se dire que dans 2 ans, c'est acceptable et on aura mis en place ce qu'il faut, etc. Et ce travail-là, on ne l'avait jamais. En fait, on se contente de se dire ça n'est pas possible et donc on ne le fait pas. Et on a essayé de changer ça en étant avec nous. J'ai terminé toute cette petite carrière en politique en étant effectivement directrice de cabinet de la ministre en charge de la biodiversité, notamment parce que je trouve que la biodiversité est un sujet au moins aussi important que le climat, si ce n'est plus, et qui est très très sous-estimé, très délaissé, notamment parce que c'est pas un sujet qui rentre aussi bien dans des cases, dans les cases d'un tableur Excel que ne peuvent le faire des tonnes de CO2 qu'on réussit à additionner facilement. Et donc, dans une administration qui est quand même très pilotée par des polytechniciens, c'est un peu difficile de réussir à faire rentrer de la science un soupçon moins dur que la science du climat. Et donc, en partant, donc quand Elisabeth Borne a posé sa démission, j'ai considéré que moi aussi, j'avais le droit d'aller faire autre chose. Et je suis partie continuer à avancer sur ces sujets-là et à faire des conseils sur les stratégies de durabilité, mais désormais plutôt auprès des entreprises. Et un peu comme ce qui m'était arrivé avec Terra Nova, j'ai beaucoup échangé sur ce qu'on avait bien fait, moins bien fait, sur le zéro artificialisation net, sur les zones à faible émission, sur la directive européenne sur le reporting des entreprises, enfin tous les sujets qui en fait commençaient à monter et à chauffer assez fortement dans la société. Il se trouve que pour beaucoup d'entre eux, j'ai été à un moment ou à un autre à la manœuvre non pas volontairement, mais notamment le sujet des zones à faible émission, quand on l'a mis dans la loi climat et résilience, je me suis dit, dis donc, la personne qui aura à gérer l'implantation de ça, ça va vraiment être compliqué. Puis quand je suis revenue à Matignon, bah, c'était sur mon bureau, donc bah, c'était moi la personne d'après. Et il a fallu travailler là-dessus, et je vois bien qu'il y a des choses qu'on a bien faites et des choses qu'on a moins bien faites, et donc je me suis dit, ça vaut le coup de mettre ça sur le papier. On fêtait les 10 ans de l'accord de Paris l'année dernière. Il se trouve que moi, au moment où Laurent Fabius tape son petit marteau en forme de feuille pour dire que l'accord de Paris est adopté, je suis dans la salle. Je commence à peine mon petit bout de carrière sur les enjeux climatiques. Et j'ai vécu cette liesse-là, j'ai vécu tout l'espoir qui s'empare d'une salle, et notamment d'une salle de gens qui, 6 ans plus tôt, avaient essayé de négocier un accord similaire à Copenhague qui avait échoué. Et je me retrouve 10 ans après avec, finalement, en ayant vécu un peu la même chose, où en 2022, on a été plein d'espoir sur la mise en œuvre de la planification écologique. Puis en fait, je vois que toutes les politiques que je trouvais déjà insuffisantes, petit à petit, elles sont détricotées. Donc, il y a toute cette question de pourquoi on en arrive là, comment on en arrive là, et du coup, comment on peut éviter de faire en sorte que la question de la transition écologique, qui est une nécessité d'un point de vue de survie de nos sociétés, de survie de nos modèles économiques, de survie de ce qu'on est en tant qu'humanité finalement, que ces sujets-là redeviennent un sujet de cohésion sociale comme il devrait l'être, et non pas un sujet de friction et de fracture comme certains essayent de les utiliser aujourd'hui. Et donc, par exemple, sur le sujet des zones à faible émission, c'est un sujet qui a été grossi, amplifié avec une quantité de fausses informations phénoménales, mais notamment poussées par toute une frange populiste, et une fausse information qui a atteint des sommets. C'est-à-dire que moi, le secrétaire général de l'Élysée,
est venu me voir et m'a dit, Marine, c'est pas normal qu'on interdise la circulation à 13 millions de véhicules dans 42 centres-villes en France. Et je lui ai répondu, mais Alexis, c'est pas du tout ce qu'on s'apprête à faire. Et donc nous-mêmes, on ne connaissait pas notre propre politique. C'était un ministre de premier plan qui lui avait dit ça. Et en fait, les fausses informations avaient tellement gonflé qu'on n'arrivait même plus à voir les vrais problèmes. Et sur les zones à faible émission, j'en terminerai là, mais on pourra en reparler. Le vrai problème, c'est que ça concerne principalement deux villes en France qui sont Lyon et Paris, et qu'à Paris, en 1er janvier là, on aurait dû interdire la circulation de 25% des véhicules franciliens. Et ça, moi, je pense que ça n'est pas acceptable. Je pense qu'un quart du parc francilien, c'est trop, parce qu'on n'a pas suffisamment bien suivi, parce qu'on n'a pas eu assez d'incitation, parce qu'on n'a pas suffisamment accompagné les gens, parce qu'il y a plein de choses. Mais le vrai sujet n'était pas que 13 millions de véhicules en France ne pourraient plus rentrer dans 40 villes. Le sujet était principalement que 25% des franciliens ne rentreraient plus dans Paris. Et on ne traite pas du tout le sujet de la même façon en fonction de ça. Sauf qu'à partir du moment où une rumeur, une peur, une angoisse, une colère a pris trop de puissance, en fait, on n'arrive plus à aller gérer les vrais problèmes. Et les seuls qui en tirent des bénéfices électoraux, ce sont les extrêmes et en particulier les populistes sur les sujets qui nous intéressent. Merci beaucoup, Mariko, pour cette mise en bouche qui est extrêmement exaltante, enfin, qui va entraîner beaucoup de questions. Alors, on en vient donc à la partie discutons. On espère que Michel va arriver. Mais elle est à 3 stations. 3 stations. Alors, on va quand même. J'avais prévu de commencer par elle. Et donc, François Papy, s'il le veut bien, va ouvrir la première série d'interrogations. Donc François, puisqu'on a essayé de coordonner un petit peu comme je disais à l'instant, nos interventions. François va vous interroger sur l'articulation plus ou moins réussie entre le politique et la communauté scientifique, qui est un sujet, et la société civile, il débordera sur la société civile. Michel doit vous interroger sur la dimension économique de tout cela, parce que dans votre livre, et c'est ce qu'elle nous disait lorsqu'on a préparé la réunion, elle disait oui, le livre de Mariko est très très bien, mais il est très politique parce qu'elle a vécu ça de l'intérieur, et il lui a semblé, mais vous le dira, que la dimension économique gagnerait peut-être à être approfondie. Mais ça elle reviendra, puis ça peut sa formation sur les investissements qui lui fait dire ça. Et puis, pour terminer, Patrice interviendra sur ce que vous avez commencé déjà à aborder et qui, moi, me frappe le plus, c'est pourquoi ce détricotage que l'on observe maintenant, tant au plan national qu'au plan européen. Mais comme Michel n'est pas là, il y a une question qu'elle devait vous poser, mais qu'il me brûle de vous poser, parce que dans votre bouquin, vous parlez de la sécu verte. Donc je voudrais que vous nous indiquiez en quelques mots ce qu'est la sécu verte, parce que je crois que vous y attachez beaucoup d'importance. Tout à fait. Oui, bien le Merci beaucoup. Alors, sur la sécu verte, en fait, et puis du coup, là, je pense qu'on est entre personnes qui savons que tout n'est pas rationnel dans ce bas monde et qu'il faut savoir penser aux émotions. Je trouve que globalement, on fait de la politique, on fait des politiques publiques sans se préoccuper des émotions des gens. On fait de la politique élective en s'en préoccupant parce qu'on veut être élu parce qu'on est aimé ou parce qu'on déteste beaucoup plus la personne en face ou je ne sais quoi. Mais une fois qu'on commence à faire des politiques publiques, on ne s'intéresse plus aux émotions des gens. On pense on a trop tendance à penser que les citoyens sont des êtres raisonnables et rationnels. Et donc, il suffit de leur expliquer, il suffit d'avoir les bonnes aides et tout va bien se passer. Moi, je pense que la transition écologique est quelque chose qui fait peur et qui fait peur à de multiples égards. Je pense que les dérèglements climatiques, les dérèglements environnementaux de manière générale qu'on est en train de subir sont des choses qui peuvent terrifier.
parce que l'avenir vers lequel on se profile, l'avenir climatique, l'avenir de pollution de l'environnement, c'est un avenir qui fait peur. Je vous invite à aller voir les travaux de Météo France qui décrivent ce qu'est une France à plus 4 degrés, qui est donc a priori ce vers quoi on se dirige d'ici la fin du siècle. Moi, il y a un élément que j'ai retenu de cette étude-là, c'est que d'ici c'est que d'ici 2100, il y aura en France des canicules qui dureront 60 jours à 35 degrés de moyenne. 60 jours à 35 degrés de moyenne, il n'y a pas une espèce cultivée aujourd'hui en France qui résiste. C'est de ça dont on se parle. On se parle de la mort de nos forêts, on se parle évidemment, nous, de problématiques, mais on se parle de la mort de notre agriculture plusieurs fois par décennie. Et ça fait partie d'avenirs qui font très peur. Savoir si on peut continuer à boire l'eau du robinet parce qu'il y a des PFAS ou des métabolites de pesticides, c'est des choses qui font peur. Donc d'un côté, et pardon d'avoir fait un peu ce tapis de bombe, mais je pense que c'est toujours utile de se rappeler pourquoi on fait ça. Donc d'un côté, l'avenir fait peur parce qu'il y a quand même des éléments factuels qui nous amènent pas tout à fait vers un avenir rayonnant. Mais en plus, la transition écologique en elle-même génère des angoisses. Parce que la transition écologique, c'est remettre en cause des modes de vie, c'est potentiellement des restrictions, c'est se contraindre un peu, c'est aussi du positif, mais malgré tout, c'est pas beaucoup vécu comme ça pour le moment, et c'est surtout vécu comme des injonctions qui viennent d'en haut, qui sont des injonctions presque morales, où on vient nous dire comment il faut qu'on vive. On vient nous dire que quand même, habiter dans un pavillon, faire un barbecue le week-end et son pavillon, on s'y rend en voiture diesel, bah c'est mal. Et donc, on n'a pas envie, en fait, que sa vie change sans qu'on l'ait décidé et sans qu'on l'ait organisé. Je pense que c'est comme ça que j'en arrive à la découverte. Il faut que l'État réponde à ces peurs-là. Il faut que l'État réponde à ces angoisses-là. Et je fais donc le parallèle avec ce que les pères de la sécurité sociale, il y a 80 ans, avaient essayé de faire, qui était de débarrasser les travailleurs de la hantise des lendemains. C'était l'ambition de la sécurité sociale. En leur disant, bah, si tu tombes malade, on paiera tes soins et tu perdras pas ton emploi, ou en tout cas, tu auras un revenu complémentaire. Si tu perds ton emploi, tu auras un revenu complémentaire. Quand tu arrives à la retraite et que tu n'as plus les moyens de chercher toi-même tes revenus, ben, on te donnera ça. Et donc, ce filet de sécurité, c'est pas parfait. La Sécu, c'est pas parfait. Il y a un trou monumental. On connaît tous un fonctionnement qui est quand même extrêmement complexe, tout ce qu'on veut. Il n'empêche que aujourd'hui en France, on n'a pas peur de tomber malade. Au-delà de la peur de la maladie en elle-même. Mais vous vous dites pas que si demain vous êtes malade, vous allez devoir choisir si oui ou non vous recevez des soins en fonction de votre assurance. Et ça, c'est des choses qu'on voit même aux États-Unis. On n'a pas besoin d'aller dans un pays du tiers-monde pour voir ce genre de choses. Donc aujourd'hui, en France, on a la sécurité. Et je pense que l'angoisse du XXIe siècle étant finalement celui de la transition écologique et des périls environnementaux, il faut qu'on offre aux Français ce même filet de sécurité. Et c'est là où, pour moi, il faut un organisme public qui puisse dire, ben, en fait, quand vous avez une question, quand vous savez pas quoi faire, quand vous voulez faire votre part pour la planète, mais qu'en fait, vous savez pas ce qui est le plus efficace, ben, je sais à quelle porte aller taper. Et là, j'ai un agent qui va me dire, ben voilà, au vu de votre situation particulière, de votre situation socio-économique, de votre empreinte carbone, etc., voilà les gestes qui sont les plus efficaces pour vous, pas pour votre voisin, pas pour la personne d'à côté, pour vous. Et après, c'est pas pour ça que vous êtes obligé de faire exactement ce qu'on vous dit. On est en train de vous dire ce qui est le plus efficace. Et si vous choisissez, par exemple, de rénover votre maison, ben voilà les aides auxquelles vous avez le droit. Si vous choisissez de réparer vos objets, voilà les réparateurs agréés autour de chez vous, etc. Et en fait, ça, c'est un outil pour tous ceux qui, aujourd'hui, veulent faire leur part, mais savent pas quoi faire, ce qui est le plus efficace, et surtout savent pas quelle est leur juste part. Il y a aussi un grand sentiment d'inéquité dans la transition écologique, où on a toujours l'impression qu'on nous en demande plus à nous
qu'aux autres, qu'on nous demande à nous d'éteindre notre modem, de mettre un pull à col roulé et de baisser le chauffage, mais pendant ce temps-là, Bernard Arnault, il continue à faire des allers-retours avec son jet sur son île au milieu du Pacifique, voire sur son yacht qui émet plus que le Togo réuni en une année. C'est ce genre de sentiment d'inéquité contre lesquels il faut aussi lutter. Et en parallèle, cette sécu verte, elle amènerait aussi un diagnostic de vulnérabilité. C'est-à-dire quels sont les risques auxquels moi je suis potentiellement confrontée et surtout évidemment comment m'en prémunir. Si je prends ces différentes choses, sur tout le volet transition écologique, qu'est-ce qui est le plus efficace, comment est-ce qu'on est accompagné, honnêtement on a tout. Dans l'État on a quasiment tout, c'est juste un peu réparti. Aujourd'hui, vous devez d'abord savoir que vous voulez rénover votre maison, mais si vous le savez, ben, il existe un service public qui vous aide à le faire. Moi, je voudrais qu'on soit sur l'étape d'avant, qui n'est pas je sais que je veux rénover ma maison, mais qui est qu'est-ce que je peux faire, et donc potentiellement on m'amène à rénover ma maison. Mais tout ça, c'est assez facile à construire parce qu'en fait, il s'agit surtout de rationaliser les aides qui existent, de mieux les organiser, etc. Toute la partie vulnérabilité, par contre, on est encore très mauvais parce que au-delà des vulnérabilités, en particulier des habitations, où on sait gérer le risque inondation, le risque incendie, etc. Tous les risques individuels, en particulier de santé, sont des risques qu'on traite assez peu au niveau de l'État centralisé. Et donc ça, ce serait quelque chose à développer beaucoup plus fortement. Bon, je vais vous dire quelque chose. J'étais déjà impressionné par ce bouquin. Et alors, par la présentation que vous avez faite, c'était encore plus vivant. Voilà. Et ça m'a intéressé beaucoup, parce que moi, ce qui me tracasse depuis quelque temps, depuis quelque temps, c'est quand même de raccrocher, de mettre en politique les connaissances scientifiques qui sont élaborées par les écologues, les agronomes, les sociologues, etc., qui travaillent sur la transition écologique et sur l'écologisation de la vie publique. Et donc, vous comprenez que ça m'intéresse beaucoup. Et d'autant plus que je commence souvent par faire de l'autocritique. Je trouve quelquefois que les scientifiques ne vont pas assez loin dans se positionner, dans l'idée de se positionner sur des questions publiques. Alors, sachant que je devais intervenir cet après-midi, ce soir, l'autre jour, j'ai vu sur France Culture qu'il y avait une émission le 12 mars qui s'intitulait « Pesticides, pourquoi les politiques n'écoutent pas la science ?» Une interview de Marc-André Sellos. Je me suis dit, il faut que j'écoute ça parce que ça va me permettre d'introduire mon exposé de ça. Bon, je l'utilise justement pour présenter mon exposé. Mais pas tout à fait comme je veux. Pas tout à fait. Non, cet entretien ne correspondait pas tout à fait à ce que je voulais. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Vous connaissez certainement Marc-André Sellos, un grand biologiste qui travaille surtout sur la biodiversité. Il a beaucoup parlé lors de cet entretien de la nécessité de la biodiversité. Il était en train de présenter son bouquin, son dernier bouquin, parce qu'il en a fait beaucoup de bouquins de vulgarisation scientifique, très, très costaud. Son dernier, c'était la biodiversité comme humanisme. Et au cours de l'exposé, il disait, à cause de la dégradation de la biodiversité, la vie humaine est en péril. Voilà le genre de choses qu'il développait. Et puis, il s'intéressait aussi à l'agriculture et il disait, on a les solutions. Et ça finit comme ça, on a des solutions. Et la question, pourquoi les politiques n'écoutent pas la science, eh bien, c'est vrai que souvent, les scientifiques s'arrêtent là. Comment ils s'indignent? On s'indigne, comment ça se fait que les politiques n'appliquent pas? Alors voilà. Eh bien, moi, je pense qu'il faut justement faire une question de recherche scientifique du pourquoi ça ne marche pas. Et en faire des questions, autrement dit, le pourquoi, c'est pas pour s'indigner, c'est pour travailler, et pour travailler
et pour travailler donc ensemble avec les politiques. Et il faut que je crois que c'est important qu'il y ait des relations qui s'établissent entre scientifiques et politiques pour approfondir ces questions-là. Et dans ce bouquin, on voit qu'il y a eu des essais. Voilà. Et ça tombe bien. Ça tombe bien parce que quand même, il y a plus de scientifiques qui se posent ces questions-là. Et comme je suis agronome, je vous fais part d'un collectif d'agronomes qui a publié un texte dans La Croix, le numéro de La Croix de 23 février, qui s'appelait Transformer notre agriculture, c'est possible. Un collectif d'agronomes qui appartient à l'Association française d'agronomie, où il y a des agronomes scientifiques, mais des agronomes aussi de terrain, et puis qui appartiennent aussi à l'Académie de l'agriculture. Et en gros, il est dit, le problème n'est pas tellement l'absence de solutions techniques, parce qu'il en existe. Il faudra certainement en trouver d'autres, il en existe beaucoup. Mais les conditions institutionnelles qui rendent le débat prisonnier d'oppositions stériles. Et il faut vraiment approfondir un certain nombre de questions, justement, en cherchant de voir les questions scientifiques qui se poseraient derrière le fait que ça a du mal à se mettre en politique. Et puis, il y a d'autres organismes, comme par exemple le LIER. Le LIER, c'est un groupe, une association. Alors cette fois, il y a plutôt, c'est pas un peu moins de scientifiques, c'est pas tellement scientifique, mais surtout des fonctionnaires d'État ou collectifs et des syndicalistes qui sont, voilà, en gros, c'est une association qui se posent exactement les mêmes questions, qui se posent des questions de la planification écologique, qui a édité un bouquin il n'y a pas très longtemps, Décider et agir, l'action publique face à l'urgence écologique. Voilà. Ça, autrement dit, dans la société civile organisée, dans le monde scientifique, il y a des gens qui sont prêts à approfondir ces questions-là. Mais moi, je vous pose maintenant une question, et je pense que vous êtes bien fait pour y répondre. Comment voyez-vous qu'on puisse s'installer de façon assez continue, pas de façon épisodique, de façon continue, des interrogations à partir de relations entre politique et monde scientifique et monde aussi de la société civile. Ça pourrait s'institutionnaliser de façon à ce que il y ait une sorte d'aller-retour entre questions-réponses, questions-débat, etc. Merci beaucoup. Alors, pour le coup, je ne suis pas sûre que l'institutionnalisation soit la bonne réponse pour ce genre de choses. Parce que de mon expérience, quand on commence à institutionnaliser des organes, surtout scientifiques, pour prendre des conseils, en général, on finit quand même par en avoir un petit peu marre que l'organe en question nous dise qu'on ne fait pas bien les choses. Et donc, on finit par se dire que, en fait, de toute façon, c'est des gens qui sont jamais contents. Et on finit par ne plus trop les écouter. Je vous dis ça. Le Haut Conseil pour le climat a été instauré en 2019. La seule obligation légale du Haut Conseil pour le climat, c'est de faire un rapport annuel de l'état d'avancement de la politique climatique en France, et la seule obligation légale du gouvernement, c'est d'y répondre. Aujourd'hui, honnêtement, plus personne n'écoute ce que dit le Haut Conseil pour le climat, parce que tous les ans, le Haut Conseil pour le climat dit la même chose. Mais c'est normal que tous les ans, le Haut Conseil pour le climat dise la même chose, parce que on n'a pas forcément beaucoup plus progressé. Donc, comme eux doivent faire un bilan annuel, ils soulignent des choses qui avancent, ils soulignent des choses qui n'avancent pas, mais globalement, la conclusion est quand même généralement, ça n'avance pas beaucoup. Et en face, on a des gens qui pensent que oui, d'accord, c'est bon, ils disent toujours la même chose, c'est plus la peine de les écouter. Donc c'est là où l'institutionnalisation, pour moi, n'est pas forcément une solution, parce que ça ne crée pas ce qu'on aimerait que ça crée. Et je dis ça, il y a plein d'instances. Il y a eu une instance qui a été créée après le Covid sur les liens entre
santé, environnement notamment, que j'avais interrogé très tôt sur la question de la brucellose chez les dans les Alpes, qui est une question où en fait globalement il y a des bouquetins qui tombent malades d'une façon que je ne dirai pas ici parce qu'on s'apprête à manger. Les vaches se retrouvent contaminées et on ne peut plus manger du reblochon. Donc c'est un gros problème. Et l'arbitrage qui avait été pris par mon supérieur à ce moment-là, c'était on fait du marquage de bouquetins. Donc globalement, on va prélever tous les bouquetins possibles. On leur fait un test de séropositivité. S'ils ont la brucellose, on les abat. S'ils les ont pas, on les marque de manière à savoir que ce sont des bouquetins sains. Puis, une fois qu'on n'arrive plus à les attraper, on part en hélicoptère dans la montagne et on abat tous les bouquetins qui n'ont pas de marquage. Et au passage, aussi quelques-uns qui ont des marquages, parce que franchement, le marquage, on le voit pas très bien. J'avais interrogé le comité scientifique en question, parce que moi, j'avais des scientifiques qui me disaient c'est totalement con ce que vous vous apprêtez à faire, parce que ce qui va se passer, c'est que vos bouquetins malades, quand ils vont commencer à entendre les hélicoptères et les tirs, en fait, ils vont aller dans la vallée d'à côté, et puis dans la vallée encore d'à côté, et en fait, ça va diffuser le truc. Moi, mon supérieur, son choix, c'était un bon bouquetin est un bouquetin marqué ou un bouquetin mort. Bon, je crois que cette année, on a eu des problèmes sur le reblochon à cause de la brucellose, parce que, évidemment, ça n'a pas marché. Mais j'ai beau avoir fait intervenir des scientifiques sur le sujet pour démontrer que c'était pas la bonne solution, ça n'a pas marché. J'ai vécu la même chose sur le loup. Il faut augmenter les tirs de loup parce qu'il y a trop de prédation. Et en fait, tous les scientifiques nous disent, quand vous tirez des loups, en fait, vous cassez des meutes, ça crée des loups solitaires, et les loups solitaires attaquent beaucoup plus que des loups en meute. Donc en fait, vous allez tuer quelques loups, mais avoir beaucoup plus d'attaques parce que ça éclate les meutes, etc., etc. Qu'est-ce qu'on a fait il y a 3 semaines, je crois? On a augmenté le quota pour aller tirer des loups parce qu'on considère que quand même, il y a des attaques, donc il faut tirer des loups. Parfois, on a ce truc un peu de bon sens qui vient totalement écraser la parole scientifique. Et je mettrai ça sur un point qui est assez fondamental, c'est que on manque drastiquement de culture scientifique. Donc, si je reviens à des sujets moins espèces sur le changement climatique, par exemple, il n'y a pas de climato-scepticisme dans la haute administration aujourd'hui en France. Par contre, je vous mets au défi de trouver 10 hauts fonctionnaires qui ont compris l'ampleur des transformations qu'on a devant nous si on veut atteindre la neutralité carbone en 2050. Donc, c'est-à-dire qu'on a une méconnaissance phénoménale des ordres de grandeur. Et là encore, je vous parle de carbone, qui est l'un des sujets qui est le plus facile à identifier. Si derrière, on se parle aussi de biodiversité et du fait que 50% du PIB mondial repose sur des services rendus gratuitement par la nature, mais que 75% de la surface terrestre est aujourd'hui significativement altérée par l'homme, en fait, j'ai peu de gens dans mon entourage de haute administration qui fait le lien de se dire « Attends, quand tu me parles de biodiversité, en fait, tu es en train de me dire que c'est toute l'économie mondiale qui peut s'effondrer. » Et ça, donc, je l'ai évidemment répété, mais ce manque de culture scientifique, il est flagrant. Et je mettrai ça aussi sur un autre point, qui est que je pense que on a mis l'économie sur le même plan que les sciences, et notamment les sciences dures, et qu'on a considéré que l'économie était une science en oubliant que l'économie, ce sont quand même des paradigmes sur lesquels on s'est tous mis d'accord, mais qui n'ont pas forcément de réalité physique. Et donc, quand on prend des décisions en mettant sur le même plan une science économique qui, en fait, ne dit pas la vérité de ce qu'est le monde et une science physique qui, elle, dit la vérité des limites planétaires et du monde, forcément, on ne prend pas des bonnes décisions, surtout qu'en général, je vous dis, on les met sur le même plan. En fait, on les met souvent pas sur le même plan, on met quand même l'économie au-dessus du reste des autres sciences. Mais parce que c'est comme ça qu'on a tous été formés pendant des décennies, en se disant que le plus important, c'était quand même de préserver l'économie, etc.
Et enfin, je sais pas quelles sont les études que les uns et les autres avaient fait. Moi, il se trouve que j'ai fait des études de Sciences Po. Je n'ai pas eu de cours scientifiques dans mes études de Sciences Po. Par contre, des cours de sciences économiques, ça, j'en ai eu un paquet. Et ce sont aussi ces profils-là qui, finalement, derrière, prennent des décisions. Tant qu'on n'aura pas compris que l'économie n'est pas une science et qu'elle est basée sur un certain nombre de paradigmes qui sont faux, et notamment le paradigme de la compatibilité permanente de tous les types de capitaux, qu'on n'aura pas compris que l'économie telle qu'on l'a fait est basée sur la non-limitation des ressources, alors que la vraie vie nous apprend que les ressources sont limitées, on aura forcément un problème à prendre les bonnes décisions parce qu'on n'a pas les bonnes données d'entrée. C'est vrai que ça a beaucoup aidé, mais... Oui, La transition. Simplement un petit mot pour dire aussi qu'il y a des différences. L'économie ne sait pas prendre les différences qu'il y a entre différentes activités et les rapports à la nature. Les rapports à la nature de l'agriculture est complètement différent des rapports à la nature de l'industrie. Et ça aussi, c'est la même économie qu'on applique aux deux. Voilà, je ne veux pas développer plus, mais c'est quand même très, très appliqué. Ah si, j'avais un point juste. Oui, c'est pour ça que je prends des notes. Sur le positionnement des scientifiques, moi, tous les scientifiques avec lesquels j'ai échangé et qui me disaient, en fait, j'en peux plus de pas être écouté, je pense que je vais rentrer dans le militantisme, etc. À tous, je leur disais, ne fais pas ça. Parce qu'en fait, moi, tu restes crédible face aux décideurs que j'ai tant que tu as l'air le plus objectif possible. Et si tu commences à aller dans des mouvements comme Extinction Rebellion ou autre, je sais qu'on ne t'écoutera plus. Pour le peu qu'on t'écoutait, je sais qu'on ne t'écoutera plus. Et ça, j'imagine la douleur que ça peut être pour un scientifique parce que c'est d'une frustration terrible. Mais en tout cas, c'est le conseil que moi j'ai toujours donné parce que je vois ce que ça donne dans l'œil d'un politique quand un scientifique a fait une manifestation. Bon, bah, soudainement, il est plus objectif et donc il y a beaucoup moins d'intérêt à l'écouter. Merci beaucoup. La transition est faite entre la dimension économique dont vous avez parlé et les enseignements économiques par rapport aux enseignements scientifiques. Je crois précisément Michel Bernard Royer voulait aborder sous un angle peut-être un peu critique sur la dimension économique par rapport à la dimension strictement politique du livre de Marley. Oui, parce que dans la distribution des rôles, comme il y avait énormément de comportements, il me revient d'être un peu plus critique, comme vous dites, et je le fais aussi en tant que vieille journaliste qui suit ces questions-là depuis la deuxième moitié des années 90. Et effectivement, il m'a semblé que dans le livre que j'ai trouvé, mais là c'est juste le seul compliment que je vais faire pour l'instant, parce que d'autres ont été faits, mais il y a une authenticité, une sincérité, et vous ne mettez pas vous en avant. J'ai trouvé ça vraiment très rafraîchissant, mais à la fin du livre, je me suis dit, mais on reste un peu enfermé dans le monde, dans la vision du rôle des politiques. Et j'ai l'impression je me demande, et je voudrais que peut-être vous alliez un petit peu plus loin sur le rôle, soit moteur, soit frein, des autres acteurs économiques, que sont en particulier les entreprises. Et je m'appuierai juste sur une anecdote de mon expérience professionnelle. Moi, je me souviens très bien, au moment de la loi sur l'air de Corinne Lepage, que l'idée, c'était déjà, parce que vous parlez de l'industrie automobile et d'électrifier le parc automobile, que c'était déjà quelque chose qui était contenu dans la loi. Et cette loi, telle que je l'ai vue appliquée dans les entreprises, ou plutôt justement on a tout fait pour freiner, me fait dire que ça suffit peut-être pas de prendre les bonnes décisions au niveau politique. Donc, qu'est-ce que vous pourriez... si on ouvrait un peu sur autre chose, et sur le rôle que je trouve mésestimé des acteurs économiques dans le livre, peut-être que vous avez l'intention d'écrire dessus plus tard, mais qu'est-ce que vous en pensez au moment de la transposition de la directive européenne
sur les véhicules hors d'usage. Moi, je me souviens très bien avoir été dans une entreprise automobile à ce moment-là et d'avoir eu en face de moi quelqu'un qui m'expliquait les termes de la transposition en français et il avait substitué le mot des objectifs en poids au lieu de masse des véhicules parce que c'était vachement plus facile à faire et même il a dit même ça on le fait déjà donc on ne s'engage pas beaucoup et je lui ai dit mais c'est pas ce qui est écrit dans la directive et que m'a-t-il répondu oui mais c'est ce qui sera écrit dans la loi française on sait que ça sera comme ça et de toute façon c'est ce qu'on sait faire et c'est ce qu'on fera donc là je me dis dans l'analyse il y a quand même quelque chose un schéma manquant il y a quelque chose sur lequel il faudrait intervenir au-delà du fait d'avoir des hommes des décideurs politiques qui prennent en connaissance de cause, en prenant l'avis des scientifiques, des décisions, etc. Il y a une dimension qui manque dans votre ouvrage. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez des projets? Une suite? Pas tout de suite, la suite. Comme on l'a dit avant, ça prend beaucoup de temps d'écrire un livre. Non, alors c'est un parti pris, clairement. J'ai raconté la partie politique parce que c'est celle sur laquelle j'avais beaucoup travaillé. Que c'est là-dessus que j'avais des choses à apporter à ce moment-là. Et j'ai aussi laissé de côté toute la partie financement de la transition parce que il existe plein de rapports, plein d'essais, plein de choses sur le sujet et que je trouvais que c'était pas forcément la plus-value que j'avais. Ceci étant posé, les acteurs économiques et parlons des entreprises jouent un rôle hyper ambigu quand il s'agit de transition écologique. Parce qu'il y a toute une partie des entreprises, et d'ailleurs toute une partie de gens dans les entreprises, qui ont bien compris qu'il fallait que les choses bougent, pour plein de raisons diverses et variées, pour des raisons de communication, pour des raisons de clients, pour des raisons de réussir à attirer des nouveaux talents, pour des raisons, parfois, ils ont compris qu'en fait, le marché sur lequel ils étaient avait vocation à s'éteindre et que donc, il fallait qu'ils commencent à se réinventer, etc. Ça existe. Et il y a aussi toute une partie des entreprises et parfois une partie des gens dans les mêmes entreprises qui en fait ont juste envie que rien ne bouge. C'est-à-dire que pour le moment, ce qu'ils ont, ça fonctionne. Donc il n'y a pas de raison de venir les embêter et de venir les obliger à faire autre chose. Et quand je vous dis dans une entreprise, c'est-à-dire que moi, j'ai eu dans mon bureau des gens qui venaient me dire il faut absolument que vous fassiez une réglementation sur ce sujet-là, sinon on n'avancera jamais. Et puis, la direction des affaires publiques de la même entreprise qui vient me voir et qui me dit jamais de la vie, il faut que vous fassiez une réglementation sur ce sujet-là. Parce qu'il y a aussi des tensions au sein des entreprises avec des gens qui veulent bouger plus ou bouger moins. La façon dont moi je le prends beaucoup aujourd'hui, puisque je travaille désormais avec les entreprises, je la prends par une approche vulnérabilité, risque, marché de demain. C'est-à-dire que, en fait, l'hypothèse selon laquelle aujourd'hui on a le choix entre le monde d'aujourd'hui et l'économie telle qu'on l'a fait aujourd'hui, ou le monde et l'économie que les Khmer verts essayent de vous vendre, ce monde-là, il n'existe pas. Parce qu'en fait, le monde tel qu'il existe aujourd'hui n'existera plus demain. Il n'existera plus demain, pas parce que les Khmer verts auront pris le pouvoir et auront tué Total. Il n'existera plus demain parce que dans un monde de chaos climatique et dans un monde d'effondrement de la biodiversité, une très grosse partie de ce qu'on fait aujourd'hui ne sera plus possible demain. Donc ce qu'il faut faire, c'est surtout d'essayer de se dire comment j'évite le pire et comment je réoriente mon business avant qu'il ne disparaisse, soit pour des raisons de contraintes administratives, soit pour des raisons d'effondrement de chaînes de valeur, de plein de choses. Et honnêtement, ce discours-là, je vois que les entreprises commencent à l'entendre, surtout sous l'angle risque et vulnérabilité. Pendant très longtemps, ça a été très difficile de parler aux entreprises d'eau ou de biodiversité. Aujourd'hui, ils commencent à se poser des questions sur OK, elles sont où mes vulnérabilités sur ça? Néanmoins, si le discours commence à passer, on a aussi un gros enjeu qui reste, qui est le sujet des investisseurs. Parce que moi, toutes les entreprises que j'ai rencontrées et qui ont vraiment très profondément interrogé leur business model en se disant, dans le monde de 2030, de 2050,
c'est quoi ce que je vends, ce que je deviens, une entreprise qui a vocation à exister encore, donc qu'est-ce que je ferais à cette époque-là? Tous ceux qui se sont posés vraiment cette question et qui ont vraiment imaginé des choses nouvelles se sont retrouvés face à la même difficulté, qui est leur investisseur qui leur dit « Ok, mais est-ce qu'à la fin du trimestre, tu gagnes autant qu'aujourd'hui ?» Dans le meilleur des cas, ils ont des investisseurs de long terme. Donc, des investisseurs de long terme, c'est peut-être 5-7 ans. Parfois, des transformations de cette ampleur-là, ça veut dire de la perte de chiffre d'affaires pendant plusieurs années. Et d'ailleurs, la plupart des entreprises qui ont opéré ces changements me disent aussi, moi, je vais pas pouvoir tenir longtemps si la réglementation ne suit pas. C'est-à-dire que si après, mes compétiteurs ne se retrouvent pas aussi avec les mêmes obligations que moi, à un moment, je serai obligée de revenir en arrière parce que je ne serai plus du tout compétitif et donc je vais m'effondrer. Donc, c'est les deux gros problèmes qu'ils rencontrent. Et pour une petite anecdote, moi, j'avais dîné avec un investisseur à qui j'avais expliqué que la moitié du PIB mondial reposait sur les services rendus gratuitement par la nature, qui était en train de s'effondrer, et donc très probablement une partie de son portefeuille reposait sur des fondations en sable en train de s'effondrer. Sa réponse a été, est-ce que ça s'effondre dans les 2 ans? Parce que lui, c'est ça son horizon d'investissement. Et je lui ai dit, la forêt amazonienne peut s'effondrer d'ici la fin de la décennie. C'est une possibilité. Mais la fin de la décennie, c'est pas son univers d'investissement. Quoi qu'il arrive, il aura désinvesti d'ici là. Et si on est toujours en risque à ce moment-là, ben, il réinvestira juste pas là-dedans. Donc, on a un vrai sujet de comment est-ce qu'on fait de l'investissement de long terme. Et d'ailleurs, les boîtes que moi je vois faisant le plus d'investissements vraiment de long terme, c'est des actionnariats familiaux. Parce que ce sont des gens qui, en fait, souvent voient à un peu plus long terme, parce que c'est des familles qui, depuis longtemps, se posent ces questions-là et dont l'objectif est quand même de faire en sorte que la génération d'après et même la suivante puisse encore vivre de cette boîte-là. Et donc, c'est celles qui, aujourd'hui, peuvent bouger. Donc, c'est là où, en fait, tant qu'on n'aura pas réussi à mettre un peu d'ordre dans la finance pour faire en sorte qu'on réussisse à avoir un soupçon plus long terme que les quelques prochaines années, et que effectivement on n'aura pas le courage politique de mettre parfois des normes un peu dures et surtout de s'y tenir. Parce que ce qu'on fait souvent, c'est qu'on met des normes qui sont parfois un peu dures. Je vais prendre un exemple qui n'est pas un exemple d'entreprise, mais quand on a interdit les néonicotinoïdes, ces fameux pesticides tueurs d'abeilles, on a donné aux filières plusieurs années pour se préparer et pour trouver des alternatives. On a une filière qui n'a rien fait, qui n'a rien cherché, aucune alternative, qui tous les ans venait demander des dérogations puisque la loi permettait des dérogations, mais la loi permettait des dérogations pendant 4 ou 5 ans. Une fois que les dérogations n'ont plus été possibles, les betteraviers sont venus nous voir et nous ont dit toute la filière va s'effondrer. Si on ne peut pas mettre de néonicotinoïdes, demain, c'est toutes les usines à sucre du nord de la France qui sont fermées. Le pire en plus dans cette affaire, c'est que les néonicotinoïdes de la betterave, ce sont des traitements préventifs. Donc en fait, il existait aussi une possibilité qu'on fasse une récolte qui se passe très très bien, y compris sans aucune autre alternative, parce qu'en fait, cette année-là, on n'avait pas de pucerons. Et en fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a réécrit la loi pour permettre aux betteraviers de réutiliser encore pendant 2 ans des néonicotinoïdes. Et on s'est, en parallèle, l'État a lancé un travail de recherche et développement pour trouver des alternatives aux néonicotinoïdes de la betterave à sucre. Mais on l'a fait nous, enfin c'est l'INRAE d'ailleurs qui a lancé ce programme-là, qui a réussi à trouver plein d'alternatives. Vous avez encore les betteraviers qui sont en train de réclamer la réintroduction d'un néonicotinoïde en faisant venir les noisetiers, parce que bon, ils ont bien compris que la betterave à sucre commençait quand même à être un peu moins, à avoir moins le vent en poupe, donc ils font venir une autre filière. Mais en vrai, c'est cette filière-là. Et ça, pour moi, c'est dramatique. C'est-à-dire que c'est une prime aux mauvais élèves. C'est ceux qui n'ont rien fait et qui se retrouvent dans le mur. Ben, je suis désolée, une fois de temps en temps, en fait, il faut les laisser aller dans le mur. Parce que si tous les acteurs économiques prennent l'habitude que si ça marche pas et si j'ai rien fait, bon, bah, c'est pas grave, on va reculer, bah, forcément, ils arrêtent de faire. Moi, j'ai travaillé sur la fin des emballages plastiques autour des fruits et légumes, mais j'avais toute la filière des fruits et légumes qui a passé la moitié du temps qu'ils avaient à développer des alternatives à surtout
venir nous dire pourquoi ils devaient être exemptés de cette interdiction-là, parce qu'ils avaient chacun leur spécificité, ce qui m'a valu l'un des plus beaux textos que j'ai reçus à Matignon de la part de la Première ministre, qui était « Marine, pourquoi est-ce qu'on me parle de coco de Paimpol ?» Donc j'ai dû expliquer pourquoi les cocos de Paimpol demandaient à être exemptés alors que les autres non, etc. Mais cette prime-là à faire du lobbying pour reporter, alors que toute cette énergie, elle pourrait être mise à faire autre chose, c'est fait parce que les entreprises, et pas que, ont pris l'habitude que quand ça marche pas, on recule. Et je pense que, franchement, je pense qu'on aurait dû laisser les betteraviers se prendre le mur s'ils devaient se prendre le mur, sachant que dans tous les cas, on les aurait indemnisés, on aurait indemnisé les sucreries, et on fait toujours... J'étais sûre d'avoir totalement répondu là-dessus. De manière très circonstancielle, mais c'est pour ça que je posais la question, c'est qu'à mon avis, il y a un autre niveau d'organisation, et vous avez ça en fait partie, où tout le système empêche en fait de bouger et d'évoluer. Ça, c'est ce que j'ai envie de dire en vous écoutant, d'après mon expérience. Et c'est pour ça que j'en reviens à la politique finalement, mais plutôt à l'idée précisément de planification que vous avez évoquée dans votre livre. Et j'avoue, alors encore une fois, parce que je suis un peu vieille et que peut-être j'ai une idée un peu lointaine des termes, ou des réalités que recouvrent les termes, mais moi je me souviens très bien que le successeur de Jean-Baptiste de Foucault, qui est ici, mais tu me diras si j'avais bien compris, qui était Henri Guénaud, avait été... on lui avait donné commissaire au plan et chargé de la transition écologique. Ça remonte à... Voilà. Donc, il y a des petites choses comme ça dans le livre de temps en temps qui m'ont fait réagir parce que je me suis dit, mais je suis désolée, mais la Commission nationale du développement durable, placée sous l'autorité du Premier ministre, c'était déjà du Raffarin. Donc, c'est pas pour vous mettre en difficulté, c'est justement, je voudrais bien comprendre le petit plus ou ce qui vous fait dire que ce que vous avez vécu et que vous racontez dans ce livre, c'était vraiment nouveau. Alors déjà, je pense pas qu'on ait réussi. Commençons par là. Je pense pas qu'on ait réussi à faire de la planification écologique. Je pense qu'on a produit des documents où on s'est dit c'est globalement comme ça qu'il faudrait faire, mais que ces documents ne se sont pas traduits en politique concrète pour réussir à atteindre ces objectifs-là, et surtout qu'ils n'ont pas été partagés et intégrés par tous les acteurs qui avaient besoin de le faire aussi. Et j'étais notamment beaucoup plus partisane de quelque chose de bien plus co-construit, en particulier avec les acteurs économiques, parce que je considère qu'il faut que chacun se sente responsable de ce qu'on a à faire et que c'est pas ce qu'on a réussi à faire. Mais sur le secrétariat général à la planification écologique à proprement parler, l'idée qu'il y a derrière cette administration, quand je finis ma première période en cabinet ministériel, je me dis l'État est un gros paquebot qui va tout droit, qui a une inertie folle, et jamais de la vie on réussira à mettre suffisamment de poids et d'énergie pour le faire pivoter pour qu'il fasse de la transition écologique. Et à un moment, je me suis dit, il faut qu'on fasse du sumo et qu'on fasse l'inverse, qu'on utilise cette inertie-là comme une force au profit de la transition écologique. Et donc, faire ce que l'État fait de mieux, c'est-à-dire des processus administratifs qui permettent de suivre un certain nombre de choses et qui permettent de se réorienter s'il y a besoin. Donc, l'idée initiale du secrétariat général à la planification écologique, c'était cette espèce de moteur sous la ligne de flottaison qui continue à faire avancer la planification écologique, ou en tout cas la transition, y compris quand plus personne s'en préoccupe. C'est différent quand les gens sont contre, quand plus personne s'en préoccupe. Et en fait, c'est celui qui dit, on a adopté tel et tel plan, il y a tel et tel objectif, on s'était dit qu'on ferait moins 25% de pesticides, je me rends compte qu'on est à plus 20%, donc je convoque les différents services des différents ministères et je leur dis, qu'est-ce que vous mettez en place pour revenir sur la trajectoire. Donc c'était vraiment ça l'idée, et qui pour le coup est quelque chose qui n'existait pas. Je suis pas sûre que ce soit, je suis sûre que c'est pas ce qu'on a fait tout de suite, c'est peut-être ce que le SGPE est en train de devenir et on verra. C'est de toute façon, en tout cas, ce que moi j'ai dit au SGPE, c'est que c'était sa seule chance de survivre en 2027
c'était de passer sous la ligne de flottaison, parce que tant qu'ils sortiraient la tête de la tranchée, on la leur tranchera, justement. Donc c'est en ça que c'est différent. Après, pour revenir sur les acteurs économiques, dans le livre, je parle de ce qu'on a appelé l'écologie du contrat, avec Pascal Canfin, qu'on a mentionné tout à l'heure, et Thierry Pech notamment, qui est cette idée de on a tous besoin, tous les différents acteurs, les entreprises, l'État, etc., que quelqu'un fasse quelque chose pour débloquer notre problème à nous. Et donc, j'avais envie de mettre autour de la table toutes les personnes concernées par un problème. Par exemple, on sait qu'aujourd'hui en France, on ne fait pas suffisamment de rénovation thermique de qualité, notamment parce que la filière n'est pas structurée. Et la filière, notamment, n'est pas structurée parce que pour faire des rénovations thermiques de qualité, il faut faire intervenir différents corps de travaux ensemble, qui en fait n'ont pas forcément l'habitude d'intervenir ensemble. Et globalement, pour les artisans, ça reste toujours plus facile et plus rentable de faire des cuisines et des salles de bain, donc ils font des cuisines et des salles de bain. Moi, je voulais qu'on puisse mettre autour de la table toutes les personnes, les financeurs, les représentants des copropriétés, etc., pour se dire de quoi vous avez besoin pour monter une vraie filière qui fonctionne. Et donc, on aurait eu les plombiers et les électriciens qui nous disaient moi, j'aurais besoin d'avoir un endroit où on peut se retrouver et comme ça, on se rencontre les uns les autres et on peut monter des choses. Les représentants des propriétaires auraient dit moi, j'ai besoin d'être sûr que mon banquier y suive. Et en fait, si chacun, à la fin, fait sa part du contrat, ça marche. Et donc, l'idée, c'était de réussir à trouver comme ça un certain nombre de points et un certain nombre de contrats où chacun s'engageait à faire sa part. Et s'il y en a un qui lâche, on n'y arrive pas. Mais si tout le monde fait bien sa part, on réussit à faire ce bout de transition écologique. Et là, pour le coup, où je vous rejoins, c'est que de toute façon, tant qu'on fera des choses purement État d'un côté et où en fait les entreprises auront l'impression que le seul truc qu'elles ont à faire, c'est se battre ou se soumettre, ça ne marchera pas. Juste un dernier point qui concerne le titre. Le titre, parce que qui aurait pu prédire, alors je sais bien que c'est pas un truc à votre compte, mais c'est un scientifique qui l'a prédit, en tout cas le réchauffement climatique et les déserts au tout début de la première ère industrielle. C'est juste pour reboucler au hasard. Il y a un troisième discutant, leur tourne, mais peut-être tricotage. Patrice. Donc je vais être très court parce que je vois qu'il y a 68 personnes ici. Ouais. Moi, je voudrais juste dire qu'en vous écoutant, je suis en même temps rassuré de voir qu'il y a parfois au sommet de l'État des gens comme vous qui ont cette conscience, et en même temps assez effrayé de tout ce que vous nous dites, et on se demande comment ça peut évoluer. Pour nos amis qui sont intéressés par les sujets, je recommande vraiment le livre. Si vous voulez comprendre toutes les mesures dont on parlait dans la presse, pourquoi elles ont été montées et comment elles ont été modifiées, tout ça est absolument passionnant. Et donc, moi, juste ce que je voudrais savoir, c'est de votre part, est-ce que vous pensez que le détricotage actuel auquel on assiste en France et par ailleurs, va pouvoir être renversé à un moment ou à un autre rapidement pour qu'on puisse avoir des questions-réponses. Alors, je pensais que rapidement s'appliquait à la question de savoir si ça pouvait être renversé rapidement. Et alors, clairement, ma réponse assez immédiate était non. C'est pas la direction qu'on prend. Je pense que ce détricotage, il est lié à beaucoup de choses où on est allé un peu vite et on n'a pas fait très attention. Et pendant un moment, on a été sur un sujet qui a eu le vent en poupe et je pense qu'on s'est dit que du coup, on était un peu les rois du monde. J'allais dire les rois du pétrole, mais c'est pas très d'actualité. Et donc, on pouvait pousser beaucoup de choses et qu'on n'a pas suffisamment pensé l'acceptabilité des mesures qu'on mettait en œuvre. Et c'est l'une des choses sur lesquelles je pense qu'il faut vraiment qu'on travaille, et cette acceptabilité passe notamment par faire des dispositifs plus simples, plus compréhensibles. C'est pas qu'une question de subventions et d'aide. Il y a beaucoup de choses, notamment pour le coup pour les entreprises,
On a fait des dispositifs qui sont des monstres administratifs et qui font que aujourd'hui, dans les conseils d'administration, les administrateurs disent stop. On s'est payé de la réglementation dans tous les sens. Je ne veux plus entendre parler d'écologie. Et je le sais, donc je fais du conseil en écologie et je peux vous dire que le marché s'est effondré. Donc ils ne veulent plus entendre parler d'écologie. Par contre, ils veulent bien entendre parler de risques, de compétitivité, de plein de choses. Et je pense qu'on y reviendra par là, parce que normalement, dans le monde chaotique tel qu'il est en train de se construire, on va vite se rendre compte qu'on a d'un côté les États-Unis qui ont décidé de repartir à leur gloriole des années des 19e et 20e siècles, qu'on a de l'autre côté la Chine qui a décidé d'être la puissance hégémonique mondiale du 21e siècle basée sur les technologies vertes, et nous, l'Europe au milieu. Si on ne se réveille pas et qu'on ne se décide pas à essayer d'avoir une industrie aussi compétitive que possible, demain, on sera à la main des Chinois, quoi qu'il arrive. Et on est déjà un petit peu sur un certain nombre de technologies. Et aujourd'hui, ils sont bien meilleurs que nous sur énormément de choses, énormément de technologies de la transition. Et ça, c'est un truc où je me dis, la fierté européenne, la volonté de ne pas dépendre en particulier de la Chine, mais d'une quelconque destination, dans un monde qui est quand même de plus en plus polarisé et de plus en plus conflictuel, où en fait, je pense qu'on commence à avoir compris un peu qu'on était sur la fin de la mondialisation heureuse, ça devrait nous amener à faire ça. Je suis pas sûre et je dois avouer que les vents populistes qui soufflent un peu partout en Europe me rassurent pas beaucoup sur ce sujet-là. Je voulais juste dire un truc sur le lobbying des entreprises. J'ai discuté récemment avec des homologues finlandais. Et la Finlande a un objectif de neutralité carbone à 2035. Et ils ont une nouvelle coalition en ce moment de 4 partis différents. Et je leur demandais si ils voulaient reporter leur 2035. Et c'est facile, ils ont 2 partis qui veulent reporter et 2 partis qui veulent pas reporter. Donc pour le moment, ils stagnent. Et là, il me dit, oui, mais en tout cas, on a le lobbying de l'industrie. Donc moi, j'entends le lobbying de l'industrie pour reporter. Et elle me dit, ah non, pas du tout. Nous, le lobbying industriel, ils disent que c'est un avantage compétitif d'avoir une neutralité carbone à 2035, qu'ils ont investi là-dedans et qu'il faut surtout pas bouger. Donc le lobbying, parfois, il peut aller dans différents sens. Et c'est là où, en fait, une planification où on est sûr que ça va arriver, ça déclenche les investissements dont on a besoin, et que le pire truc qui nous arrive, c'est le stop and go, qui est clairement ce qu'on est en train de vivre. J'ai fait le tour. C'est très bien. Rapidement. Merci beaucoup pour cette présentation extrêmement intéressante. C'est une petite question intéressée, je vais vous expliquer pourquoi. Vous avez parlé de l'État, des politiques publiques, vous avez parlé des entreprises, et je me demande s'il n'y a pas dans la réflexion, et notamment sur la question de l'acceptabilité, la question des individus, non pas tant pour l'impact en tant que tel qu'ils peuvent avoir sur la planète, mais pour la question de rendre acceptable, d'une part la transformation des normes sociales, et d'autre part l'acceptabilité. Et il me semble que ça renvoie à ce que vous évoquiez sur l'économie et les discours, et donc le lien avec le nouveau récit. Et je finis juste pour dire pourquoi d'où je parle. Je suis entrepreneur social depuis 25 ans, hein, et pour avoir travaillé sur les questions de laïcité avec les enfants, je me penche sur cette question-là en ayant créé une association qui s'appelle MUG, avec l'objectif de faire bouger les plus aisés, à savoir les individus, 1% les plus riches, et non pas tant, à la fois de façon désirée et visible, pour pouvoir embarquer plus largement, avec 2 enjeux que je vous soumets. La question est, est-ce que ça vous semble pertinent? Et avec 2 questions, c'est comment on embarque en donnant envie, mais autre part, comment, si jamais on réussit à embarquer, on rend visible, donc ça ait un impact, et que le truc soit pas, de toute façon, vous vous gavez depuis très longtemps, vous continuez à vous gaver, donc continuez à avancer, on en parlera après. Je prends 2 autres questions. Oui, ça rejoint celle-là. Je voudrais simplement que vous puissiez développer un petit peu sur la question de la justice sociale et de l'écologie, et en matière d'emploi, de mobilité, de circulation, le fameux fin du mois et fin du monde qui
qui inquiète tout le monde et est-ce que vous considérez que c'est un obstacle ou comment y travailler puisque vous avez certainement pensé à cette question. Bertrand. Merci. Alors d'abord, je vais commencer par un remerciement parce que comme je préside les Poissons Roses, on est en partie à l'origine de votre invitation. Moi, j'ai trouvé votre livre extrêmement intéressant. Alors, je vais commencer par quelques comment dire, points positifs. Je trouve la distinction entre risque physique et risque de transition, c'est très intéressant. Et ce que vous dites sur la sécurité verte, je trouve qu'il y a matière vraiment à développement. Je trouve aussi très intéressant l'idée du Haut Conseil pour le climat de transformer en autorité administrative indépendante, parce que finalement, les politiques n'y arrivent pas. Alors, j'ai quand même quelques questions. La première, et finalement elle a été reprise par d'autres intervenants, il y a quand même la question de la capture de l'administration par le lobby. Capture qui peut être intellectuelle, capture qui peut aussi ne pas l'être. Donc, comment est-ce que vous, qui étiez une militante, vous voyez ce point? Le problème aussi de la centralisation et de la généralisation des politiques. Et vous l'avez dit un petit peu avec les LFE. Finalement, dans une certaine mesure, c'est un problème parisien, enfin Île-de-France, francilien et peut-être lyonnais. Le problème de l'adaptation au changement climatique, moi je suis très frappé, dans une vie professionnelle, on a fait un colloque avec des géographes et des climatologues sur les îlots de chaleur. On s'aperçoit que finalement, le problème, j'allais dire, de supporter les canicules dans les villes, Toulouse, c'était l'un des sujets, il y avait Toulouse et une autre ville du nord de la France, c'est finalement un problème d'immeuble. À l'immeuble. C'est pas, même pas au quartier, c'est presque à l'immeuble. Alors qu'on a fait des usines à gaz, on va pas faire de jeu de mots, avec, je sais pas quoi, la prime rénov et compagnie. Et puis, le dernier point, est-ce qu'on n'a pas fait une erreur en posant un indicateur chiffré, le plus 1,5 degré, parce que finalement, est-ce que ça ne suscite pas en retour une sorte de climato-scepticisme qui est de dire, bah, finalement, aujourd'hui on est à plus 1,4, and so what? Ouais, c'est un peu dur, mais on meurt pas. Et donc finalement, est-ce qu'on va pas voir se développer, ce qui est peut-être pas nécessairement du Trumpisme, mais une espèce de non pas de fatigue, mais de dire, bah bon, à quoi bon, on va y arriver. Alors qu'en réalité, on se met tous le doigt dans l'œil. Et enfin, pour terminer, dans ce stop and go, alors là je suis désolé, je vais faire un peu de politique, est-ce que c'est pas aussi une résultante, j'allais dire, du macronisme, qui, n'ayant pas d'assises politiques larges, ni non plus peut-être d'assises idéologiques très, très solides, était, enfin, le en même temps, c'est finalement, bah, c'est le lobby le plus fort qui l'emporte à l'instant T. Qu'il soit d'ailleurs de gauche ou de droite, qu'il soit agriculteur ou écologiste, mais au fil du temps. Et encore une fois, merci beaucoup, parce que le livre vaut la peine. Hein. Merci. Je répondais à cette première salle fort riche de questions. Je vais prendre en même temps la question sur les citoyens les plus aisés et justice sociale. C'est un vrai sujet, les 1%. Déjà parce qu'ils ont une empreinte globalement bien plus élevée que les autres, mais surtout parce qu'ils représentent ce qui est désirable et ce qui est un facteur de succès et de réussite. Donc, ils représentent ce que beaucoup de gens ont envie de faire et de devenir, et donc ils génèrent une quantité phénoménale à la fois de mauvais comportements d'un point de vue environnemental, mais aussi de frustration de ne pas réussir à avoir ça. Je sais pas si vous savez, le logo de Temu, le slogan de Temu, qui est le concurrent de Chine, c'est acheter comme un milliardaire. Donc la promesse de Temu, c'est vous pourrez surconsommer comme les milliardaires peuvent le faire. Et effectivement, tant qu'on n'aura pas réussi à lancer d'autres symboles de réussite qui ne soient pas basés exclusivement sur la surconsommation, on aura toujours beaucoup de mal à la transition. Déjà parce que ceux qui la font vont être quand même hyper frustrés de voir tous ceux qui continuent à se gaver pendant que eux font un peu attention. En plus parce que c'est une frustration de se dire mais en fait c'est ça la réussite et si moi j'y arrive pas c'est donc que je ne suis pas en réussite. Et donc c'est effectivement un sujet sur lequel on avait beaucoup travaillé et je pense que si vous réussissez à faire émerger
des modèles comme ça qui démontrent que la réussite sociale et même économique, c'est autre chose que de la simple surconsommation, ça aidera beaucoup. Et notamment sur la question de justice sociale, en fait, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de mal à aller chercher les gens à la hauteur des impacts qu'ils ont. Parce que la vérité, c'est que les premiers déciles en France, aujourd'hui, ils sont déjà au d'automne de manière totalement contrainte. Et s'ils avaient les mêmes moyens que les autres, bah, ils surconsommeraient comme tout le monde. Mais il se trouve que eux n'ont aujourd'hui, en théorie, pas besoin de faire des efforts de transition. Il n'empêche que moi, quand j'en avais rencontré des gens du premier décile, donc des gens vraiment très très précaires, leur question avait été, la transition écologique, pour moi, ce sera quel sacrifice supplémentaire? Et j'avais dû leur expliquer qu'en fait, la transition pour eux, ben, ce serait probablement plus de transports en commun, ce serait un immeuble mieux isolé, donc des factures de chauffage plus bas, enfin surtout probablement, ils auraient un peu plus chaud dans leur logement parce que de toute façon, ils n'ont pas les moyens de se chauffer, etc., etc. Et donc, c'est une façon de leur expliquer que pour vraiment les plus précaires, la transition, c'est du positif. C'est pour toute la classe moyenne que ça va être plus compliqué, parce que là, il va y avoir des efforts à faire. Et en plus, pour des gens qui aspirent à avoir ces modes de vie beaucoup plus dispendieux, que pour le coup, aujourd'hui, on n'ose pas aller chercher, parce qu'on n'ose pas interdire les jets, la surconsommation et tout ce qu'on veut, parce qu'effectivement, il y a un sujet politique qui est derrière. Sur les captures de l'administration par les lobbies, moi, je réduis beaucoup l'influence des lobbies, et c'est marqué dans le livre. Je considère qu'en fait, c'est plutôt des gens qui globalement pensent à peu près la même chose. Il se trouve que les membres de l'administration du ministère de l'Agriculture, bon, bah, spontanément, ils sont plus facilement d'accord avec ce que disent la FNSEA que les membres du ministère de la transition écologique. Et les membres du ministère de la transition écologique sont plus facilement d'accord avec ce que les ONG viennent dire que les membres du ministère de l'Agriculture. Mais c'est pas forcément de la puissance du lobby, c'est aussi des gens qui ont été formés dans les mêmes écoles, avec les mêmes ressources, avec les mêmes... et donc qui ont une façon de penser qui est similaire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des lobbies qui ont un poids démesuré, et si je reviens sur les sujets agricoles, le poids de la FNSEA est un scandale démocratique parce que ce syndicat n'est pas représentatif des agriculteurs, il est représentatif que de quelques agriculteurs et pourtant il fait la politique nationale sur l'agriculture et c'est un scandale. Mais tous les lobbies ne sont pas à ce niveau-là. La centralisation des politiques est effectivement un problème et il faudrait beaucoup, beaucoup plus de décentralisation avec le petit risque qu'on a en ce moment qui est que quand on décentralise, en général, on a quand même plutôt des préfets ou autres qui vont faire des choses moins ambitieuses que quand on les force un petit peu, sans oublier que, en général, les pouvoirs locaux, quand il s'agit de faire des choses un peu compliquées, ben, ils viennent quand même chercher l'État en disant « force-moi ». Dis-moi que je dois le faire parce que moi, je n'ose pas trop le faire moi-même parce qu'après, il y a quand même un risque de réélection et tout ce qu'on veut. Et si on se parle zone à faible émission, il y a aussi un sujet qui est que aujourd'hui, la France est mise en demeure par la Commission européenne parce qu'on dépasse les seuils réglementaires de qualité de l'air, parce que Paris et Lyon ne font pas leur job. Et donc après, il y a un sujet de, du coup, à qui la responsabilité et moi, quand j'étais à Matignon, j'aimerais me proposer qu'on retourne le procès qu'on avait en se retournant contre Paris et Lyon et en disant que si nous, l'État, on était condamnés pour des politiques que ces deux villes ne menaient pas, ben, il y avait raison à se retourner à notre tour juridiquement contre elles. J'ai pas été très suivie sur cette idée-là, je ne le cacherai pas. Sur les 1,5 degrés, je pense pas que ce soit une erreur. D'ailleurs, c'est plutôt 2 en visant au maximum 1,5 degrés. Mais il y a toujours le risque que moi j'appelle le foutu pour foutu. Donc tant qu'on n'y arrive pas, bon bah tant pis. Et qui, à mon avis, est l'une des raisons aussi pour lesquelles on voit actuellement un détricotage et un backlash qui est un petit côté où en fait on voit à quel point c'est difficile et pourtant on n'en voit pas les effets. Donc c'est quand même pas très motivant. C'est aussi pour ça que moi je pousse beaucoup les actions sur la biodiversité. Parce qu'en l'occurrence, la biodiversité, une fois qu'on lui a un peu fichu la paix pendant quelques années, elle se remet très 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 bien.
Et c'est très valorisant et on a vraiment l'impression qu'on a fait quelque chose et que ça a servi à quelque chose. Et ça rend acceptable toutes les autres mesures qu'on a à faire et dont on ne verra jamais les effets. Parce que si on réduit nos émissions de gaz à effet de serre, mais que les États-Unis continuent à faire ce qu'ils font, on n'en verra pas forcément les effets. Et sur le stop and go, je ne vais pas aller autant dans la politique que vous, en se posant la question de savoir si le macronisme a une colonne vertébrale ou non. Parce que je vais juste remettre ça en perspective, c'est quelque chose qu'on voit dans tous les États aujourd'hui en Europe, qu'on voit particulièrement au niveau du Parlement européen. On évoquait Pascal Canfin tout à l'heure, moi je suis souvent en contact avec lui, et actuellement Pascal Canfin est plus optimiste sur la situation en France que sur la situation au Parlement européen. Ça vous donne une petite idée de où on en est au Parlement européen. Oui, je me fais le relais de questions posées sur le chat. D'abord, la question de Mouloud. Est-ce que les difficultés de la transition écologique ne résultent pas des impasses de la démocratie participative? Une autre question de Henri, qui vous dit merci pour votre intervention très pertinente. Il est scientifique et il cherche à s'engager pour la transition écologique et la conception de politique publique. Donc, vous parliez du manque de savoir scientifique dans l'État et en même temps du fait de se maintenir scientifique sans activité militante pour maintenir une crédibilité. Alors, ma question, où est-ce qu'il manque le plus de puissance scientifique dans l'administration et qui aura un impact fort tout en gardant sa crédibilité? Et une troisième question de Jean-Claude. Merci pour votre brillante intervention. Vous travaillez, Jean-Claude, vous travaillez en équipe, je suppose, en tant qu'ancienne haute fonctionnaire. Comment la finalisation des projets sur lesquels vous travaillez pour vos ministres se concrétise-t-elle? Vous avez parlé de désaccords avec des supérieurs hiérarchiques. Y a-t-il des tensions politiques? La question sur la démocratie participative m'intéresse beaucoup, notamment pour avoir suivi la Convention citoyenne pour le climat. Et parce que c'est des débats que j'ai en permanence avec mes amis militants écolos qui pensent que de toute façon on réussira tous si on donne la parole au peuple quoi qu'il arrive et que on fera tous la transition écologique en bonheur tous ensemble. Et j'y crois pas. Déjà, en général, on m'explique qu'on aurait dû faire des référendums, par exemple, sur l'A69 pour bien voir. En fait, il se trouve que tous les sondages locaux sur l'A69 disent que les locaux ont envie. Donc, la démocratie participative n'amène pas toujours plus d'écologie. Par contre, on a souvent le débat sur est-ce qu'il faudrait une dictature verte, est-ce que ce serait plus efficace? Moi, je casse ce débat immédiatement parce que je considère qu'on a collectivement fait le choix de vivre en démocratie, qu'on n'a pas envie de changer de système. Donc la question n'est pas est-ce qu'un autre système serait plus efficace, la question est comment est-ce qu'on fait de la transition en démocratie. La démocratie participative en fait partie. On l'a fait très mal aujourd'hui en France parce qu'en fait, on ne sait pas aller chercher les gens pour avoir leur véritable opinion. En général, on fait des consultations publiques en sachant à l'avance que on ne tiendra pas compte des résultats de la consultation publique, et ça j'en ai fait beaucoup, notamment sur les sujets chasse, et que de toute façon cette consultation publique n'est révélatrice que de la capacité des différents lobbies à aller chercher leur soutien. Donc pour ne pas les citer, la LPO par exemple contre les arrêtés qu'on s'apprêtait à prendre, et la Fédération des chasseurs pour les arrêtés qu'on s'apprêtait à prendre. On a un peu de consultations publiques qui marchent un petit peu mieux, qui sont pilotées notamment par la Commission nationale du débat public, mais qui malgré tout souffrent d'un biais qui est que n'y participent que ceux qui se sentent légitimes à participer au débat public. Et au final, on a un peu toujours les mêmes personnes qui participent au même débat, et on a beaucoup de mal à aller chercher des gens qui se sentent éloignés et qui finalement seront ceux qui se sentiront éloignés aussi de la politique qu'on s'apprête à mettre en place. Donc, j'ai pas beaucoup de réponses, j'ai beaucoup de questions, j'ai pas beaucoup de réponses, mais j'ai une conviction qu'il faut qu'on réussisse à aller chercher ces gens qui se sentent éloignés de la démocratie, qui est paradoxalement quelque chose que LFI réussit à faire en ce moment en allant chercher notamment dans les quartiers des gens qui s'étaient éloignés de la politique, et il y a peut-être quelque chose à apprendre là-dedans de comment est-ce qu'on réussit à aller chercher ces gens qui se sentaient éloignés. Mais pour le moment, on n'y arrive pas très bien. Et c'est là où moi, mais je vous laisserai parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais je vous laisserai approfondir dans le livre, mais l'une de mes grandes questions est justement celle sur l'acceptabilité.
et comment est-ce qu'on construit un seuil d'acceptabilité suffisant pour permettre d'engager les différentes politiques dont on a besoin. Sur la culture scientifique, alors bravo de vous engager. Je me définis moi-même comme militante, donc je ne peux pas blâmer les gens de chercher à être militant. Je me définis comme militante parce que militant, ça veut dire être le soldat d'une cause et que je considère que c'est ce que je fais et ce que j'essaye d'être. Mais ça n'empêche pas d'avoir un positionnement qui entend les limites et les champs de contraintes des uns et des autres. Je pense qu'il faut en fait surtout rien lâcher. Il faut continuer à publier, il faut continuer à envoyer tout ça aux différents cabinets ministériels, dans les administrations. Il faut continuer à aller présenter des résultats aussi factuels que possible au ministère de l'Agriculture, au ministère de la Transition écologique, mais là vous êtes reçus comme des rois, au ministère de l'Économie, etc. Et c'est un travail de longue haleine qui est terriblement frustrant, souvent, mais qui est nécessaire. Si vous avez besoin à un moment de vous engager, d'être beaucoup plus militant et d'aller faire des manifestations, je le comprends et vous pouvez le faire évidemment. Moi, je vous apporte juste mon éclairage sur le fait que je sais que ça fait perdre en crédibilité et c'est malheureux. Et j'ai passé mon temps, quand j'étais en cabinet ministériel, à expliquer aux gens que c'est pas parce qu'on avait un engagement qu'on n'était pas juste et objectif pour autant. Mais il n'y a pas toujours des gens comme moi pour essayer d'expliquer et de faire ce travail de traduction. Et oui, comme dans tout métier, il y a parfois des tensions au sein des équipes. Alors, je suis pas haute fonctionnaire, hein, et je n'ai jamais été, mais il y a toujours des tensions. On n'est pas toujours d'accord. En général, on écoute son supérieur hiérarchique. Parfois, on le bypass quand on est sûr d'avoir la bonne réponse. Et en général, on construit effectivement les choses en équipe. Et à la fin, il y a quelqu'un qui tranche, qui est soit un conseiller de Matignon, soit le directeur de cabinet de la Première ministre, soit la Première ministre elle-même. Comme le disait mon directeur de cabinet quand j'étais à Matignon, tu as le droit de contester la décision que j'ai prise une fois. Si je te dis que malgré tout, il faut le faire, tu n'as pas le droit de me redire que c'est con. Bien, je vais répondre une dernière série de questions. Il est moins le quart. Normalement, les portes se ferment à 20h30. Donc bon, alors. Bon, alors si on a jusqu'à 21h, c'est parfait. Bien, donc j'ai Daniel, Jean-Baptiste et Bertrand. Alors, je voudrais d'abord, en tant que président de Démocratie et Spiritualité, qui est aussi une puissance habitante, pour remercier. Vraiment, c'était passionnant. Il y a deux sujets que je n'ai pas abordés, mais qui sont incidents dans ce que vous avez dit. La première, je pense que Jean-Baptiste abordera, c'est les rapports entre précarité et sobriété, parce que le Pacte civique a fait un bon travail là-dessus. Et le deuxième, c'est ce que vous avez dit sur les 1%. Je pense que ça mériterait une analyse de type girardienne sur le désir mimétique, c'est-à-dire pourquoi on veut s'approprier ces sujets. Alors moi, je voudrais revenir sur des sujets que vous avez abordés, mais je pense qu'on peut aller un tout petit peu plus loin, sur la question du rapport à la science et du rapport à la société. D'abord, confirmer, parce que étant agronome et sociologue avant d'être énarque, je peux vous confirmer qu'il y a une très faible culture scientifique et technique dans la haute administration. Cela dit, vous l'avez dit d'ailleurs, il y a plutôt une adhésion de la haute fonction publique sur ces objectifs. A contrario, vous avez parlé de la FNSEA, il y a un vrai scandale et scientifique et démocratique qui est la loi du plomb. La façon dont ça a été voté, le rapport avec les bases scientifiques. Donc ça pose quand même une vraie question. Et ça m'a amené à une deuxième réflexion. Alors, moi, je suis désolé, j'ai pas lu votre bouquin, mais maintenant que vous avez fait cet exposé, je vais forcément le lire. Et Bertrand a peut-être apporté la réponse. Vous avez dit qu'il ne fallait pas d'institutionnalisation du rapport avec la science. Bon, il se trouve que moi, je suis un homme de la Sécu, et que pour régler les problèmes en matière de prise en charge par l'assurance maladie, on a créé une autre autorité de santé qui est effectivement une autorité indépendante. Et ce qu'il ne faudrait pas créer, ça marche plus ou moins bien, mais ça marche mieux qu'avant. Voilà.
Est-ce qu'il ne faudrait pas créer une autre autorité de l'environnement, justement, pour dire l'état des connaissances scientifiques, parce qu'elles évoluent à un moment donné sur un sujet donné. Et le troisième sujet, c'est le rapport entre la science, les flux et l'économie. Bon. Ce que vous avez dit, ça me rappelle le travail du Chips de Provéreject, qui justement, au lieu de travailler sur les flux monétaires, travaille sur les flux physiques et essaie de réfléchir là-dessus. Et derrière ça, alors, ça m'amène plusieurs réflexions, toujours un peu dans le désordre. Vous avez dit on a peut-être trop abusé de l'instrument réglementaire. Est-ce qu'au contraire, il ne faudrait pas, c'est pas contradictoire, revenir à des instruments économiques, c'est-à-dire en fait taxer les externalités négatives. Alors, on sait que ça a eu des succès difficiles, mais il y a peut-être d'autres raisons que celle-là avec l'écotaxe. Et à contrario, vous avez aussi parlé du fait que la planète représentait, je ne sais plus combien, 70% de la production. Enfin, moi, il y a un autre chiffre que j'ai en tête, c'est que le jour du dépassement, c'est à peu près fin juillet ou mi-juillet, et qu'en fait, il faudrait retrancher du PIB le non-renouvellement des ressources naturelles productives. Et donc, il y a une réflexion à avoir peut-être sur l'indicateur central de toutes nos politiques économiques. Alors, je sais qu'il y a un débat là-dessus, mais il y avait eu ce rapport Stiglitz du temps de Sarkozy, qui finalement n'a pas abouti. Et je pense qu'on est quand même prisonnier de la dictature du PIB, en fait. Jean-Baptiste. Oui, alors j'ai beaucoup apprécié à la fois votre engagement et votre recherche d'objectivité et de modération. C'est assez rare, en fait. Les gens très engagés, ils sont plus objectifs. Alors moi, je voudrais vous faire une première remarque, c'est que je trouve que le débat en France n'est pas bon. Il n'est pas assez conflictuel au bon sens du terme. Il est conflictuel de manière bête. J'ai été très intéressé parce que j'ai sur des betteraviers. Moi, en tant que citoyen, je n'avais pas en tête ce que vous avez dit, à savoir qu'on avait quand même trouvé des formules alternatives. Mais pourquoi les médias n'ont-ils pas dit ça davantage? Pourquoi les politiques n'ont-ils pas dit vous vous trompez? On passe d'une vérité à l'autre. Tout d'un coup, il ne faut plus de carcinoïdes, ensuite les agriculteurs se révoltent. Mais où est la vérité? L'idée de vérité est sortie du débat. Et enfin, je voudrais que ça se rapproche. Et puis j'arrive à 3 questions rapides. Planification. Pourquoi pas le commissariat au plan, au fonds stratégique, pour prendre en charge l'ensemble des planifications? On a des planifications séparées. Vous faites une programmation écologique, le système des retraites, par exemple, c'est une autre forme de planification. L'articulation entre l'écologique, le social et l'économique, c'est ça le problème de fond. Et quand vous faites une planification sectorielle, vous n'avez pas la vision globale. Et quand vous êtes dans une mutation globale, il faut un instrument global de réflexion. Voilà, donc, voilà, c'est ma première question. La deuxième, c'est pourquoi est-ce qu'on ne travaille pas plus sur les valeurs? C'est la grande question du pacte civique. Et on travaille sans arrêt sur les moyens et pas du tout sur les valeurs. Et les valeurs, c'est quand même la question de la sobriété. Oui ou non, est-ce qu'on est dans l'illimitation du désir qu'on va essayer de brimer par des mesures? Ou est-ce que la sobriété est incontournable? Il va falloir travailler plus, consommer moins et investir davantage. Donc c'est la sobriété, si on veut réussir. Et à ce moment-là, il faut le dire, il faut en parler. Il y a ce qui est acceptable, pas acceptable, etc. Bon, Macron a mis énormément de temps à oser dire le mot, qui est un peu plus utilisé maintenant grâce à la guerre en Ukraine. Mais en fait, on le fuit seulement. Même les écologistes, ils n'osent pas trop le dire. C'est quand même le sujet, quoi. Il faut quand même qu'on en parle de ça. Voilà. Et puis, je voulais vous interroger sur une idée autour de laquelle on tourne un peu flexible, qui est l'idée des quotas individuels d'émissions de carbone. Et on va dire, voilà, on donne à chaque citoyen un quota d'émissions de gaz carbonique. Chaque fois qu'il fait un achat, on débite son compte, et puis quand il n'en a plus, il faut qu'il en rachète aujourd'hui. Parce que le problème, c'est les riches quand même aujourd'hui. Les riches aujourd'hui, émettent beaucoup de CO2. Il y a une inégalité dans le CO2 qui est très forte. Voilà. Donc, est-ce que vous avez travaillé pour cette idée de quota c'est vraiment une révolution formidable, parce que ça veut dire que tous les citoyens sont égaux devant le climat. Et ça évite de faire des réglementations,
ça permet de respecter les objectifs et au moins 3 avantages considérables. Donc c'est compliqué à mettre en œuvre, bien sûr. Voilà mes 3 questions. Donc, je m'appelle Bertrand Séné. J'ai eu le bonheur de faire aussi Sciences Po dans les années 90. Ça date un peu. Et à l'époque, j'ai suivi un cours avec Corinne Lepage. Et on était dans une toute petite classe où il y avait 20 élèves et on était les seuls sur une promo de 1000 à avoir reçu une prise de conscience sur les questions environnementales. Autant vous dire que tous les gens qui ont été formés dans les années 90, qui sont aujourd'hui la plupart au pouvoir, il n'y en a que 2% à Sciences Po qui ont reçu une sensibilisation aux questions environnementales. Ça explique beaucoup de choses. Et pour ma part, en fait, ça a été un énorme choc quand j'ai appris toutes ces choses, ces questions environnementales. Et j'en suis arrivé à la conclusion que, notamment, vous avez parlé tout à l'heure des questions de financement, et notamment de financement à court terme. Je pense qu'on ne peut pas aller vers une économie durable, vraiment durable, sans modifier complètement le système de financement de l'économie. Tant qu'on restera avec le système actuel, en fait, on n'y arrivera pas. Alors, du coup, j'ai écrit un petit bouquin qui s'appelle Ecosophia. Je vous le conseille parce que vraiment, ça propose plein de solutions différentes pour avoir un système vraiment cohérent. La deuxième chose, c'est que je ne pense pas non plus qu'on puisse aller vers un monde durable avec le système politique qu'on a actuellement. Et là, j'ai un petit désaccord. Je ne pense pas qu'on soit en démocratie. Je pense que c'est un usage abusif du terme. En fait, on est dans un système représentatif où effectivement, il y a des gens qui sont élus et qui sont issus de partis politiques. On peut l'appeler autrement. Je pense que le terme de démocratie ne convient pas vraiment. Et justement, par rapport à ça, moi, ce qui me fascine, parce que je me suis beaucoup intéressé à ça ces dernières années, c'est l'intelligence collective. Donc, ce qu'on voit, par exemple, dans les conventions citoyennes, c'est absolument les processus à l'œuvre. Et je pense que la grosse faille de notre système, et vous me direz comment vous l'avez vécu, parce que vous avez vécu les deux, c'est justement qu'on est des élus qui ont la légitimité pour prendre des décisions sans être obligés de faire appel à l'intelligence collective. Je crois que ça rejoint pas mal de choses que vous avez dites. C'est-à-dire que, bah oui, ils ont le droit de le faire, en fait. Emmanuel Macron, il a le droit de dire bah, moi, j'ai envie qu'on fasse ça. Et en fait, il a toute la chaîne en dessous, avec les députés qui sont censés lui obéir, entre guillemets, plus ou moins, quand même largement. Et du coup, on voit la même chose avec Trump aux États-Unis, qui peut prendre des tas de décisions, il décide de changer complètement la politique des États-Unis sur certains aspects. C'est vraiment, vraiment problématique. Donc moi, je pense qu'il faut métamorphoser complètement le système pour qu'il y ait un maximum de décisions qui soient prises en intelligence collective. Du coup, j'ai lancé un gros projet que vous pouvez trouver, ça s'appelle renouveaudémocratique.fr. Et l'idée étant de créer des conventions citoyennes thématiques sans avoir à faire appel à l'État, au gouvernement. Ça permettrait effectivement aux Français de se réemparer de tous ces sujets-là, de faire des propositions. Il y aura une plateforme sur laquelle ils pourront effectivement contribuer. Et donc après ça, il y aura des candidats qui vont se présenter et dont la mission sera de mettre en œuvre les propositions qui seront faites par les conventions citoyennes. Je pense que l'idée, c'est pas nécessairement qu'après ça fonctionne toujours comme ça, mais c'est qu'on puisse, à partir de là, changer la Constitution et voir à quel point on peut amener de l'intelligence collective dans le système actuel. Du coup, ma question principale, elle porte sur quelle dose d'intelligence collective et comment on peut la mettre en place sur un maximum de sujets, et qu'est-ce qui, du coup, resterait de l'ordre de la décision individuelle ou de décision de cabinet, donc plus recette. Voilà. Vous avez de quoi faire un deuxième tour, toutes ces questions. Merci. Alors, précarité, sobriété. Effectivement, on a mis très longtemps à porter le terme de sobriété.
Et on l'a porté exclusivement parce que il y a eu la guerre en Ukraine et que une grosse majorité de nos centrales nucléaires étaient à l'arrêt. Donc on a vraiment eu peur du blackout en France et qu'on savait pas gérer un blackout en France. Donc c'est le moment où politiquement on a commencé à porter le terme de sobriété, dont le président. La vérité, c'est qu'il y avait une partie du gouvernement qui savait qu'on commençait à instaurer le terme de sobriété, mais que ça allait durer. Et il y a une partie du gouvernement qui considérait surtout qu'on allait passer l'hiver et qu'après tout allait bien se passer. Et l'hiver d'après, à partir du moment où nos centrales nucléaires avaient bien été réparées, le président de la République a quand même annoncé à tous les fournisseurs de données qu'il fallait qu'ils viennent se brancher et construire leur data center en France parce qu'on était totalement excédentaire en énergie et qu'en plus c'était de l'énergie verte et donc ça valait le coup de venir chez nous. Donc autant dire que la sobriété a vécu, mais je rejoins le sujet sur cette question des valeurs parce que ça revient à ce qu'on se disait effectivement sur les 1%. Tant qu'on n'aura pas un système de valeurs qui nous permet de considérer comme de la réussite autre chose que de la surconsommation, que beaucoup d'argent, que de voyager en permanence à l'autre bout du monde, etc., on aura beaucoup de mal à faire avancer nos sujets. Je mettrai moins, à titre personnel, je mettrai moins l'accent sur la valeur, entre guillemets, de sobriété que sur celle de lien social. Je pense que nous sommes des animaux sociaux et qu'on vit dans un monde terriblement individualiste où on a remplacé le lien social par de la consommation et qu'en fait, si on pouvait se rappeler qu'en fait, faire société, avoir des amis, passer du temps ensemble et faire des choses gratuites, mais qu'en fait, qui nous rapportent beaucoup plus de bonheur, si ça pouvait être remis comme une valeur un peu plus fondamentale, ça me semblerait plus utile. Je reviens parce qu'on parlait de précarité versus sobriété. Ça a été vécu très violemment par une partie des plus précaires, justement, quand on a commencé à parler sobriété, parce qu'ils ont eu l'impression que c'était quelque chose qu'on leur remettait encore dessus. Agnès Pannier-Runacher a eu ce mot un peu maladroit en disant qu'ils étaient en sobriété subie, mais ce qui est vrai. Parce qu'en fait, globalement, c'était une façon de dire ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas d'efforts supplémentaires à faire. Mais ça a été mal vécu et c'est là où je pense qu'il faut qu'on réussisse à faire comprendre aux personnes qui sont aujourd'hui les plus précaires que la transition pour elles est une source potentielle d'amélioration de conditions de vie et non pas de précarité supplémentaire. Sur le parallèle avec la Haute Autorité de Santé, je recommande effectivement de faire du Haut Conseil pour le climat un Haut Conseil pour l'environnement au sens large, qui soit une autorité administrative indépendante. Et là où c'est une très grande différence avec un conseil scientifique, c'est qu'une autorité administrative indépendante a des pouvoirs. Et donc moi, c'est pour ça que je trouve que le Haut Conseil pour le climat tel qu'il existe aujourd'hui ne marche pas, parce qu'en fait, encore une fois, notre seule obligation est de répondre au rapport. Donc ça ne fait pas grande différence. Par contre, si on donne au Haut Conseil des pouvoirs d'enquête, des pouvoirs de sanction, là, on est sur quelque chose qui est d'un autre niveau. Oui, et justement, je réagissais sur le fait que vous refusiez l'institutionnalisation. Ça, c'est de l'institutionnalisation. Tout à fait. Et c'est une des propositions du groupe. C'est pour ça que Mais c'est l'institutionnalisation au sens de... en fait, on a un peu tendance à créer un conseil à chaque fois qu'on se pose des questions. Et sur le coup, on se dit que c'est vachement bien et on va aux 2 premières réunions. Et après, le conseil pivote et en fait, plus personne n'écoute ce qu'ils ont à dire. Mais là, on est sur quelque chose où on donne des pouvoirs. Et donc, c'est effectivement autre chose. Je suis totalement contre les sujets de taxes carbone et autres, parce que je considère que ce sont des signaux prix qui finalement sont assez peu efficaces pour les citoyens. Ce sont des signaux prix qui fonctionnent bien pour les entreprises, mais je trouve que ça fonctionne mal pour les citoyens, parce qu'on a d'un côté, encore une fois, les plus aisés qui en fait ne sont pas sensibles au signal prix, parce que pour eux, ça fait pas une grande différence que ça coûte un peu plus cher. Et de l'autre côté du spectre, on a ceux pour qui ça fait une différence phénoménale, mais qui n'ont pas les moyens d'investir dans des alternatives et qui donc se retrouvent dans des pièges. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des gens qui
ne vont pas pouvoir continuer à mettre de l'essence dans leur voiture, mais ne pourront pas non plus en changer et ne pourront pas acheter de véhicules électriques parce qu'ils n'auront pas les moyens de faire l'investissement initial qui pourtant s'avérerait rentable sur le temps long. Donc, c'est vraiment des instruments qui, pour moi, fonctionnent dans un monde d'économistes, mais pas trop dans la vraie vie. Ça fonctionnerait exclusivement dans une hypothèse de certitude d'augmentation progressive où tous les acteurs savent que ça va arriver et donc sont en capacité de prévoir les investissements nécessaires. La réalité, c'est que comme plus personne ne croit à nos politiques, dans tous les cas, cette certitude que ça va arriver et que donc il faut s'y préparer, pour le moment, c'est des choses qui ne marchent pas, en tout cas de ce que je vois. Et je suis absolument d'accord sur le fait qu'on accorde une place beaucoup trop importante au PIB. Et pour parler du jour du dépassement, celui qui a lieu en juillet, c'est le jour du dépassement mondial. Le jour du dépassement français, il est fin avril, début mai. Et donc en gros, le moment où la France a consommé l'intégralité des ressources qu'elle est capable de produire sur son propre sol. J'aime bien l'idée d'un débat conflictuel mais solide et je trouve qu'on vit dans un monde où la vérité n'existe plus dans tous les cas et que ça va être de pire en pire, donc il faut s'y préparer, que c'est plus un sujet de à quel point on sait dire des choses de manière très assertive que à quel point on dit des choses qui sont vraies et ça va être à mon avis une vérité de plus en plus forte dans les années qui viennent, notamment avec la montée de l'intelligence artificielle et de la capacité à créer des fausses informations qui auront l'air extrêmement vraies. Donc j'aimerais bien qu'on mette plus de vérité dans le débat et pour quelqu'un qui aime beaucoup l'honnêteté intellectuelle, j'avoue que le monde qui arrive m'inquiète encore plus que celui dans lequel on est. Et sur la question des planifications séparées, je suis désolée, j'ai pris des petites notes, donc ça aurait été très malin de mettre la planification écologique au commissariat au plan. La vérité, c'est que le commissariat au plan, tel qu'il a été recréé pour François Bayrou, n'était pas un haut commissariat au plan comme ça l'avait été. C'était sa danseuse avec laquelle il pouvait produire quelques rapports une fois de temps en temps. J'espère qu'il n'y a pas de... mais donc, ça n'avait pas de sens de le mettre à cet endroit-là. Aujourd'hui, Clément Beaune a récupéré le Haut Commissariat au plan, mais l'a fusionné avec France Stratégie. Et pour moi, ce sont deux objets qui sont différents. France Stratégie produit de la connaissance et de la compréhension. Le Haut Commissariat au plan devrait produire justement du plan de la politique et en fait, ce qui est issu de ces réflexions-là. Et surtout, honnêtement, moi, ce fameux secrétariat général à la planification écologique, à la base, il s'appelait secrétariat général à la transition écologique. Il se trouve juste qu'un certain Emmanuel Macron, dans l'entre-deux tours, s'est dit que pour récupérer les électeurs de Mélenchon, il fallait parler de planification écologique. Donc soudainement, ça a été le mot à la mode et donc on l'a appelé planification écologique parce que c'est la théorie du coucou. À partir du moment où quelqu'un s'intéresse à un sujet, il faut aller dans ce sujet-là. Et sur les quotas individuels, j'ai beaucoup... ça m'a fait sourire parce que j'ai une ancienne chef dont je ne citerai pas le nom, qui avait été très très intéressée par un sujet de cet ordre-là après un voyage en Chine et à qui j'avais expliqué que je pensais que les Français n'étaient pas encore prêts à avoir une politique aussi stricte sur des quotas et aussi restrictive, sachant que j'aime beaucoup l'aspect égalitaire sur le principe. Aujourd'hui, moi, je suis contre l'instauration de quotas dans un avenir immédiat. Mais sur le principe et sur la théorie, je trouve qu'effectivement, c'est bien et c'est égalitaire. Je crains qu'à la fin, on se retrouve quand même sur un marché secondaire où, en fait, les plus riches achèteront aux plus précaires leur droit à polluer et qu'en fait, on se retrouvera un petit peu dans les mêmes problématiques qu'aujourd'hui. Le volume global est respecté. Oui, mais je trouve qu'en termes d'éthique et d'équité, ça reste quand même la possibilité d'acheter des droits à polluer chez des gens qui n'ont pas d'autre choix que de les vendre, etc. Et que malgré tout, il y a en tout cas des biais qu'il faut savoir refaire. Et bravo pour le travail que vous avez lancé. Et si ça donne des choses, j'en serais ravie. Et je pense qu'effectivement, on a besoin de plus d'intelligence collective. Mais je ne sais pas à quel point nous, citoyens, sommes aussi prêts
se lancer dans ce travail d'intelligence collective dans un moment où on a surtout envie de rejeter un peu nos politiques. Pardon, j'ai fait vite là parce qu'il y a beaucoup de choses dans cette dernière salle, mais j'espère que j'ai répondu au maximum de questions. Merci, merci beaucoup.